Ah oui, il faut que je fasse coucou à la caméra en haut là. Bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Comme l'an dernier, live un petit peu spécial. Vous voyez, je suis de nouveau en costume comme l'an dernier. De nouveau, ce live de Coupe de France FDJ au pluriel. On va être ensemble pendant 1 heure et demie environ à recevoir tout plein de personnalités du monde du vélo, des coureurs, des dirigeants, des enfants turbulents qui vont nous rejoindre un petit peu plus tard. On aura tout le loisir de prendre vos questions dans le chat. Je l'ai en face de moi, il est là, donc je vous lis, je vois tous ceux qui sont là, je vois les noms habituels. Oui, on va parler Stade Brestois un petit peu plus tard. Il viendra plus tard, c'est Valentin Madouas, on l'avait annoncé. On aura sur le plateau, dans le désordre, les gars de la tête dans le guidon qui seront les premiers invités. On aura Stéphane Delcourt, qui est le team manager de l'équipe FDJ Suez. On aura Paul Lapéra, champion de France, Benoît Cosnefroy, Valentin Madouas. On aura plein de beau monde qui nous rejoindra pour parler de vélo, pour parler de cette saison, pour parler des Coupes de France FDJ spécifiquement, puisque c'est pour ça qu'on est là. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier les gens sans qui ce live n'aurait pas lieu. Donc, je remercie la Ligue nationale de cyclisme, la Fédération française de cyclisme et FDJ, chez qui on est, dans les beaux studios de FDJ, qui nous permettent d'avoir ce magnifique plateau et également tous ces petits trucs qui sont à droite, à gauche, qu'on va vous faire gagner dans divers quiz variés qui rythmeront cette soirée jusqu'aux alentours de 21h30, heure à laquelle il sera l'heure d'aller boire quelques bières, normalement. Je remercie également l'équipe technique qui est juste derrière, Laurent, Jean-Phi, Émile et tout le reste de l'équipe qui nous permettent d'avoir ce très très beau plateau. Voilà, on a quand même la chance d'avoir des événements un peu particuliers comme ça. Je peux récupérer la borne arcade derrière. Non, malheureusement, elle restera ici, même si je sais que l'équipe technique l'a testée. Elle fonctionne, elle fonctionne. On pourrait faire des parties dessus si on veut. Vous aurez donc tout le loisir de poser des questions. Faites-le. On n'a pas toujours l'opportunité d'avoir des temps d'échange comme ça. On en aura quelques-uns, que ce soit ce live-là ou le live de dans 2 semaines avec Christian Prudhomme. Donc c'est aussi pour ça qu'on décide de faire le live sur Twitch. C'est bien cette caméra, on ne voit pas le début de Calvas, c'est pas mal. Des quiz, oui, des quiz. Vous pourrez gagner dans ces quiz les 2 maillots qui sont derrière, là, qu'on verra sur le plan large tout à l'heure. Alors, pas le vélo, parce que le vélo, il coûte cher. Il y aura les peluches qui sont là, juste là. On pourra faire gagner aussi le bidon, la gapette de Decathlon AG2R La Mondiale. Le casque aussi est à gagner. Il y aura des quiz dans le chat. On aura le temps d'expliquer comment ça fonctionne. Vous verrez, une fois que les invités se succéderont, ce sera premier arrivé, premier servi. Votre modérateur préféré, Socrate, s'occupera du tirage au sort. On va dès lors accueillir nos premiers invités qui vont venir sur le plateau. Ils sont là, ils sont sur leur téléphone, s'ils sont en train de filmer. Voilà, je vais les accueillir. C'est Antoine et Grégoire de la tête de le guidon. Vous ne les connaissez peut-être pas si vous êtes sur Twitch. Ils sont plutôt actifs du côté de Instagram et TikTok. Monsieur. Vous m'avez dit qu'il y avait un check à faire, non, c'est ça? Ouais, on a un check, ça ne peut pas notre check. Il faut se lever. Non, mais il faut se lever. Oui, monsieur. Il y a un check. Attends. Pourquoi tu fais? Faites-le le check. Faites-le le check. On a le check. Le vélo. Ouais, super. Allez, légèrement sur la gauche, s'il te plaît. Voilà. Là, c'est bon. Un petit peu, faut que tu sois un tout petit peu plus au centre. C'est pas grave, t'inquiète. Est-ce qu'elle marche l'arcade derrière? Elle marche l'arcade derrière. Elle marche super bien. Ça te dérange si dans le fond on fait des parties après? Après, quand on aura parlé de ce dont on va parler. Ouais, les stars, je vois dans le chat. Bon, je vais vous laisser vous présenter vite fait. Nous, on se connaît, effectivement, on se connaît, parce qu'on a fait des trucs ensemble pendant le vélo. Vous êtes lyonnais en plus, même si vous connaissez moins bien le foot que moi, hein, quand même. On connaît le foot. J'ai racheté FIFA. Là, je commence à poncer. C'est une très mauvaise idée. Ligue 1 sur foot. C'est qui là, il y a Lacazette, Cherki, Jonathan David. Et d'ailleurs, pour les fans de l'OL, non, il est pas lyonnais, mais c'est une Ligue 1. Pour les fans de l'OL, j'ai fait une brésilienne avec Cherki. Ah ouais? Ouais. La chance. Et il s'est moqué de moi, parce que je n'arrivais pas à faire 3 Après, jours. il se moque beaucoup, Cherki. Ouais. Et je lui dis, viens, on fait un concours de watts sur mon traîneur. Et là, il a bégayé. Il y en a qui bégayent moins. C'est quoi mon traîneur? Il y en a qui bégayeraient moins. Qui sont ces jeunes gens? Je vais vous laisser vous présenter. Voilà, pour ceux qui n'avaient pas remarqué, vous êtes des jumeaux. Hein, voilà. Vous êtes sur les réseaux sociaux depuis quoi maintenant? Quelques années déjà? Ouais, ça fait 25 ans. Soyons sérieux. Ça fait 2 ans qu'on est sur les réseaux sociaux. On s'appelle La Tête dans le Guidon, LTDG-du-bas Sports maintenant, parce qu'on parle de tous les sports. On a fait le Tour de France, les Jeux Olympiques, et nous, on aime bien raconter un peu le sport de l'intérieur, rencontrer des athlètes et parler un peu de notre passion première qui est le vélo, et maintenant même un peu tous les sports en général. Ouais, vous y êtes mis tard au vélo, il me semble. En fait, on a commencé à faire de la compétition. Je sais que là-bas, derrière, il y a Quentin Ruel qui fait, lui, des vidéos sur les entraînements de vélo et le vélo amateur. À la base, nous, on faisait un peu pareil que lui. Et en fait, on s'est mis au vélo, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas les cannes pour être pro. Donc on s'est dit, si on veut vivre de notre passion pour le sport et pour le vélo, enfin trouver un truc pour être dans le milieu du vélo et ça sera pas pédaler, quoi. Les fameux enfants turbulents, oui, c'est vous. C'est ça. Vous êtes mes enfants turbulents. Le modérateur, il me trouve le nom du mec, on va le voir. C'est Aïda, je crois que vous l'avez déjà croisé en plus. Ah ouais, l'ancienne stagiaire de ma boîte. Ah, attention à toi, Aïda. Ouais, ils sont là. Il y a Tutur aussi. aussi qui est là, que vous connaissez. Ouais, non, on a bossé un petit peu ensemble cet été sur le Tour de France et compagnie. Voilà, on va faire un petit bilan
globalement de cette saison cycliste, ensemble, ce qui vous a marqué, ce qui vous a intéressé. Et vous, ce que vous avez fait cette saison, les choses qui vous ont marqué, c'est quoi, par exemple, le truc qui vous a le plus marqué cette saison dans ce que vous avez fait? Moi, j'ai révisé Paris-Camembert, Benoît-Cosnefroy. On va avoir le temps de lui en parler après. Non, mais vous avez fait plein de trucs. Ouais, on a Vous avez fait. fait la Paris-Roubaix, saison- vous la avez fait saison, le Tour nous, de France, Paris les JO. Notre saison Paris-Nice. vélo a commencé à Oman Sur le Tour d'Oman, en fin janvier, début février. où on a la première victoire avec son nouveau contrat pro de Paul Manil, la petite pépite Bah française oui. qui va être à suivre cette année, qui a mal fini l'année dernière avec sur chute. Ouais, mais il va revenir normalement cette année fort. Faut le suivre de près Voilà. pour des petits Français qui vont pouvoir gagner des étapes en France comme ça. C'est un gars à suivre. Mais on a fait une super longue saison vélo pour passer par pied. Voilà. C'est pas mal de s'appeler Paul quand on est cycliste quand même. On avait Paul Pénouette l'an dernier, Ouais, là on Paul va avoir Lapéra. Paul Lapéra. Paul Magnier. Ouais, Paul. C'est ça en fait. Mon gamin il s'appellera Paul. Ouais, appelle le J'en Paul parle à ma femme. qui gagne des courses. En vrai, il y a peut-être un truc à prouver. Le pourcentage de Paul, c'est sûr sur Pro Cycling Stat, On a trouvé ça, les jumeaux du peloton. ouais, les frères dans le peloton, on a trouvé. Ah ouais? Ouais. Il y en a pas mal Ouais, il y en quand avait même. beaucoup, hein. Ouais, il y en a un petit Et peu, quand même. j'avais fait ça sur le Paris-Roubaix U23, U19, il y avait plein de fratries, il y avait les boulets, il y De avait. toute façon, des c'est petits génétique jeux. comme sport en vrai. Hein. Oui, bah oui, il faut Ah, croire. donc, Hein, voilà. Ah, effectivement. Et après, on a enchaîné la saison du coup avec, sur nos réseaux, on suit un peu toute la saison via la création de contenu, mais aussi on est souvent sur le terrain. On a fait Paris-Nice, on avait passé aussi un week-end sur le Critérium, on a fait Paul à coucou. Pardon, je relis le chat là. Paul Sexas aussi, ouais. Paul Gatchard, oui, Paul Gatchard aussi. Paul Gatchard, Ouais. effectivement. Paul Gatchard. Il est bon lui. Il marche bien, ouais. Et il est Il fort. y a quoi qui vous a marqué dans la saison? C'est quoi le meilleur moment pour vous de la saison? C'est Bah, les JO? C'est... JO, Ouais, JO, JO. bah déjà, Les meilleurs j'ai moments vu qu'il y avait et- des Belges dans les commentaires. Mon Remco, franchement, pour moi, c'est un des plus beaux Il exploits y de a la quelques saison. Belges. Il y a Damiano normalement qui est là, ouais, qui est belge. Le doublé de Remco sur les jeux était incroyable, mais nous, on a travaillé avec l'équipe de France olympique et la deuxième et la troisième place, la médaille d'argent et de bronze de Valentin Madouas et de Christophe Christophe Laporte, Laporte, c'était juste exceptionnel. En On a je vécu pense- ça sur le On va pas se terrain. mentir, on n'a rien vu. Hein. Bah, on était Ah dans non, le même mais non, endroit, t'as- rue Le Oui, Pic. t'es au même endroit, Mais non. non. Mais nous, on est plus malin que toi. Parce que on nous, a on- toqué, on est monté chez le voisin. On a Ah vu- oui, c'est vrai que vous avez On squatté s'est chez fait un quelqu'un. pote, vous. on était au-dessus de toute la rue et les images, je pense que c'est le plus gros shot d'émotion que j'ai pris dans le vélo. Ouais. Parce qu'il y avait, ça faisait, j'en ai reparlé même avec un Valentin, tu pourras lui parler de la même chose, c'est que ça faisait vraiment caisse de résonance quand tu passais rue Le C'est Pic fou, avec ouais. tous les Mais immeubles. c'est les jeux. Et en fait, c'était un stadium, c'était plein à craquer, ça résonnait, tout le monde était en délire, il y avait beaucoup forcément de Hollandais, de Belges, c'est le Et sport moi, national je là-bas. trouve que ça donne des idées, même pour le futur. T'imagines une classique Montmartre? Ben, on en avait parlé juste on en après, avait hein, parlé, une là, classique à Montmartre. Après, avec, c'est compliqué à Paris parce que la circulation et compagnie, mais cette ambiance, elle était quand même assez folle. Hein. C'était folle et urbaine, le en combo plus. jeu, vélo. Voilà. Elle était urbaine, c'est-à-dire il y a Oui, vraiment ce côté gratuit. caisse de Ouais, résonance. puis le vélo, c'est le Pour une fois, il n'y avait pas que des fans de vélo. C'était un truc où c'était très jeune, école de commerce ou même des jeunes couples tu vois, qui étaient là dans le coin. Ils se disent, vas-y, on va aller voir la course. On va voir les jeux gratuitement. C'est génial. Et le en fait fait, tout le d'avoir monde s'est compris- réuni et c'était Le pour fait le d'avoir plus beau comblé moment. ça, ce moment sur le terrain, et après d'avoir retrouvé du coup Valentin et Christophe au Club France, où nous on faisait l'interview pour l'équipe de France, et de se retrouver un peu, parce que finalement la saison de vélo, pour les grands publics, il y a le Tour de France, mais tout le reste de la saison, le vélo est moins médiatisé, il y a un peu moins de monde, et du coup les coureurs, l'écosystème est quand même, tu le vois bien, on était rapidement, les têtes elles se reconnaissent. Et on accueille Valentin et Christophe au Club France, on se voit en mode... Tu sais, les deux, C'est le vélo, c'est la famille du. C'est le vélo qui a est là. gagné. Et ils étaient là en mode qu'est-ce que vous avez fait les gars? Je suis des dingues. Valentin il sent les oreillettes, il savait pas où il était derrière. Bah, c'est ça qui était génial, Ouais, moi je c'était- trouve dans cette course, c'est que c'était le bordel. C'était le bordel. Van Aert qui tombe à deux Je virages de la me fin. suis un peu Christophe- rafraîchi la mémoire. Dites-nous dans le chat hein, si vous en avez des souvenirs. J'avais plus trop. Bah, déjà, on était sur place, donc on a mal vu la course, comme le virage Pinot où on a découvert que Pinot était en tête. Ouais. Moi, je me souviens que on n'a rien compris à ce qui se passait, quoi. C'était magnifique. Et même, je pense que pendant la course, ils n'ont rien compris. Ça a pété à 60 km. Je pense qu'il savait même plus. Enfin, tu parles. Enfin, il savait qu'il était devant. Je pense que Val, quand il est dans la roue de Remco, il sait qu'il est devant. De toute façon, t'as Remco qui roule à bloc en mode C'est rouleau pour ça, moi, je compresseur. veux lui parler de ça. Je veux dire, à un moment donné, il est quand même 15 secondes seulement devant le groupe de derrière. Oui, mais Il le Je me sait dis, pas. Est-ce qu'il sait, est-ce qu'il sait Il sait pas, pas, qu'est-ce il qui se avance. passe dans sa tête moi ce que je sais, c'est qu'il m'a dit dans la roue Remco, c'était abusé. Parce que, en fait, il faut savoir que Remco, c'est un des coureurs qui est le plus aéro du peloton. Ouais. Il me dit, mais c'est ahurissant, quoi. C'est aberrant. Je suis dans sa roue, j'arrive pas à le suivre. C'est aberrant. Ouais, en fait, tu prends presque pas. Enfin, tu sais, il y a un phénomène d'aspiration comme en F1 et en gros, il avait presque pas d'aspi dedans, quoi. Et dans la roue, et il dit, bah, en fait, il savait même pas où il était. À mon avis, il voyait juste des étoiles et des pixels et impossible de D'ailleurs, on a- situer on dans a- l'espace, dans le On a temps. vu Remco aller avec Alpine en F1. Là, je pense qu'il essaie de choper un peu Ouais. sa peau aéro pour la Ouais, prochaine ils ont besoin voiture. d'un nouveau moteur, là. Hein. Ouais, je pense. Ouais, bah, ils sont plus. Bah, faut qu'il se répare. Bon rétablissement à lui, là, il a acheté un. Ouais, c'est vrai que c'est. On espère que ça.
entre guillemets, le meilleur moment pour que ça arrive, plutôt qu'en plein milieu de la saison, mais Ouais, ça après, reste il s'était pas cool. blessé un peu avant le Tour de France. Ouais, Et ouais. non, mais il était aussi dans la chute au Pays Basque. Donc, Il y a d'autres courses qui vous ont marqué, parce qu'on a quand même eu une saison qui a été, sur le plan international, vachement dominée par un certain Tadej Pogacar. Ouais, mais je parle Mais de- par exemple, tu vois, pour recentrer sur les Coupes de France, on a quand même des chouettes courses, notamment les championnats de France. On aura la chance d'avoir l'ancien champion de France et le champion de France actuel sur le plateau tout à l'heure. C'est pareil, c'était une course qui était chaotique. Moi, c'est ça que j'ai aimé. Vous étiez sur place ou pas? Non, championnat de France, on était en repos avant de partir sur l'enchaînement Tour de France Jeux Olympiques, justement, parce qu'on n'a pas dormi pendant 2 mois, donc on s'est dit au mois de juin, on va calmer un peu. Et Le Tour du Jura Mais dominé par David Gaudu, on me dit. le Tour du Le Jura. forceur. Non, mais par contre, il y avait un truc sur ces championnats de France, c'est que c'est un collectif qui a gagné. Le collectif Décathlon et G2R, et on l'a déjà dit plein de fois, et t'en reparleras avec eux, et ils le diront mieux que moi, mais cette vidéo du briefing qui sort à l'entraînement, qui sort sur les réseaux sociaux, où tu D'ailleurs, vois... il l'a remis en story là, il n'y a pas longtemps, je suis tombé dessus, je l'ai revu, j'ai fait ah, ça m'a remis. Ouais, en allez face. la C'était voir. intéressant parce que le favori, toutes Bah, les c'était- idées, c'était Benoît. C'était Benoît, et là, c'était genre vraiment, les gars, on est tellement de mecs qui peuvent gagner, que chacun fait son boulot, et on va tous attaquer, on va tous faire notre travail, et il y a un moment, ça va passer, il y aura un gars. Et ça a C'est ce qui souri s'est à passé, Paul, hein. ça aurait pu sourire à Benoît. Mais là, en vrai, quand tu revois la start list, tu vois leur armada de départ, il y avait quand même peu de suspense. C'est marrant parce que généralement c'était plutôt l'inverse, Ouais. c'était plutôt Groupama FDJ qui arrivait avec une Ouais, armada. ça, mais là, ça s'est l'armada de- inversé, des ça s'est Qatar, inversé. était fou. Ouais. Mais je Regardez pense comme que- il est heureux là. Ouais. Puis voilà, en plus il a gagné la Coupe de France FDJ côté homme cette année puisqu'il a ravagé. De toute façon, lui et Paul, ils ont ravagé 3 toutes les victoires courses chacun. françaises. Ils Il y a ont Arvid de Clyde qu'on a gagné quelques-unes. que 3 points d'écart au final, hein, entre Ouais. les deux. Ouais, ils ont tout raflé. Enfin, quand je regardais les fiches un peu pour Ouais. bien pas me planter dans les résultats, ils ont fait une radia quoi. Enfin, c'était Ouais, Deli qui gagne le Trobro, Lenny qui gagne Mercantour. Ou le Tour du Doubs. Tour du Doubs. Et je Ouais, sais Tour plus, du je veux Doubs. pas Ouais. dire de bêtises. Ouais. Après, on peut parler aussi quand même de Clément, parce que voilà, on parle d'un Lyonnais, il habite à Dessines, il a 2 pas du stade, et il vient terminer 3e de la Coupe de France à vélo, comme quoi l'Olympique lyonnais. Et il vient de reprendre le présent. cyclocross aussi, donc il faut aller le. Ouais, lui, il a une le sacrée supporter. saison qui l'attend. Là. Il en Ouais. parlait tout à l'heure avec Arnaud, Il faut aller supporter directeur l'OL général sur de le la Ligue. cyclocross. Ouais. C'est quoi vos projets pour 2025? Où est-ce qu'on peut vous attendre? Est-ce que vous voulez faire, parce que vous êtes élargi un peu à d'autres sports, on vous a vu au barrage, vous qui êtes des Lyonnais, au barrage de Ligue 1, Ligue 2 avec Saint-Etienne. Et Ouais. j'étais Aïe, première aïe, fois de ma aïe, vie aïe, que je suis content de la victoire Saint-Etienne, parce que retour des derbies et 6 points gratuits en 2024-2025. Ouais, on va pas trop faire les malins parce que le Oui. derby à Lille n'était pas non plus top hein, Ouais, non. mais Non, mais cette envie d'aller explorer d'autres sports, de faire évoluer le format. C'est vrai que nous, on est sur un format très Instagram, TikTok, Reels, donc en format vertical. Et vraiment une envie de faire évoluer ce format, de continuer sur cette lancée et de profiter aussi de l'expérience prise sur les jeux pour pouvoir continuer à aller voir d'autres sports. On parle du foot, là on va sûrement refaire du foot bientôt. Et là surtout on part sur la saison d'hiver et de ski parce que voilà, le vélo, tout ça, on est quand même dans un écosystème montagne, outdoor. montagne, Outdoor. outdoor maintenant plus. Et bien sûr, on est toujours fan de vélo, spécialisé vélo. On pourra pas être autant spécialiste dans un autre sport que le vélo. Je pense que ça va être compliqué parce que vraiment, c'est 4 ans de notre vie tous les jours. Par contre, on c'est a vrai que envie t'es un d'aller voir Lyonnais et tu ailleurs. portes du vert, on nous le dit dans le chat là. Ouais. Ouais, mais Fashion faux pas, et- attention. Il est adopté. Ouais. non, non, non. Vous êtes pas le chat vraiment, c'est. Bah, vous l'avez pas, hein, ils peuvent se foutre de votre gueule, il y a que moi qui vois. En fait, donc, ouais, c'est ça, c'est que des mecs qui parlent et des gens Ah qui oui, il parlent parle dans de le dos. PSG, ils se groupent Ah bah pas je le mal. vois, hein, ils shitpostent comme d'habitude. Voilà, Non, mais tout ça pour dire que 2025, déjà, on a envie de faire des gros projets, faire des trucs qui n'ont pas forcément été vus et essayer de faire grossir le truc au maximum. Et bah, c'est un travail de longue haleine, un travail où il y a beaucoup de préparation, tu le sais mieux que nous. Il faut trouver les idées, les concepts, trouver les gens qui veulent t'accompagner dans ces idées, ces concepts et aussi amener les gens vers ça. Mais on a envie de grandir un petit peu, aller voir d'autres sports et Et faire de rassembler. de rassembler autour plutôt d'un écosystème sport où en fait on se rend compte que quand on est avec les athlètes olympiques comme aux étoiles du sport la semaine dernière, bah, c'est des fous de sport aussi. c'est quoi. des fous de sport et tout le monde Qui font parle le de vélo. tous les sports et en fait c'est juste Même en des fait, échecs. tout le monde est fan de tout. Il ne devrait pas y avoir des guéguerres entre les sports ou des communautés, tout devrait être rassemblé. Bah, là, on Et a tout le vu, monde ça se- parle dans le chat de ce qu'a fait le PSG. Ouais, avec Groupama PSG. et Vivi, Exactement, ça c'est le genre de Génial. collab et tout qui sont trop cool dans le vélo qu'on voyait pas il y a quelques années, qui font sortir le vélo un peu de. Le football, il a changé. Le football, il a Ah, changé. Mettre du En lycra. régie, est-ce que Stéphane est là? Est-ce que est équipé? D'accord, parfait. C'est juste pour ça. Ah. Ok, parfait. Oui, voilà, on voit ces croisements entre sports qui sont quand même vachement intéressants. On sait qu'il y a des fans de vélo dans le foot, il y a des fans Mais de c'est foot dans le l'élan des vélo. jeux et c'est ça qui est beau dans les jeux, c'est qu'on n'est plus derrière un sport, on est derrière une couleur. Là, c'était la France. Et essayer de continuer à rassembler et tout ça. Et même là, on se met à fond personnellement dans des sports aussi, partir à l'aventure.
Bon, Je toi, suis blessé, moi. t'es blessé, Je tu suis vas avoir la blessé, rééduque, j'ai tout les- ça. vrai que toi, t'es L'opération et tout, mais je joue aux échecs, tu vois, c'est un sport quand même. Voilà, échecs. Mais c'est marrant, tu parles des échecs. On a fait une partie avec Léon Marchand. Ça rassemble de Mais ouf, tu vois. C'est un autre. T'as vu avec C'est un les sport, gars- il y a une fédération française et on va soutenir ça. Les échecs, c'est un sport, on en a fait longtemps et c'est un sport. Et c'est le genre de truc qui rassemble aussi Ouais, plein de grave. monde et tout ça. Et en fait, je pense qu'on peut vraiment trouver des ponts entre tous les sports. Comme le vélo est un point entre tous les sports, parce que tous les sportifs font du vélo pour s'entraîner. Quasiment, ouais. Nous, c'est marrant, la première fois qu'on est sur le ski, par exemple, les mecs ils font ah, mais je regarde vos vidéos, je suis fan de vélo, je fais du vélo tout l'hiver. Tout l'été, pardon. Non, mais il y a plein de croisements à imaginer, Ouais. je pense. Ouais, Au ski, ils emmènent les vélos, les ligaments, les normalement. entraîneurs dans les hôtels, ils viennent avec leur entraîneur, enfin des vélos plutôt d'appartement quoi. Et ils s'entraînent comme ça le soir, ils roulent quoi. C'est vrai qu'il y a eu l'événement de Domingo en Corse aussi. Ouais. Ouais, bah tu vois, aussi peut-être que les plus gros de ce monde de la création de contenu aussi ont envie de Esprit faire Kaizen. passer. Esprit Ventoux. Bah, merci les gars. On va du coup poser la première question du quiz. Il y aura les 3 petites peluches. Alors, il y en a 2, il y en a une qui est là à gagner pour les 3 premiers qui répondront. La question que je vais vous poser, c'est qui est à l'écran? Est-ce que c'est Grégoire ou est-ce que c'est Antoine? Voilà, attention, ça va arriver tout de suite. Est-ce que c'est Grégoire ou Antoine qu'on va voir à l'écran? Tourne pas la tête. Attention, c'est qui? Est-ce que c'est Grégoire ou Antoine? Dans le chat, vous répondez. Et les 3 premiers à répondre, bah, c'est trop Vous facile savez pour comme il toi. est moche par rapport à moi? Oh là là. Voilà, on a nos vainqueurs, on a nos Vous sa- vainqueurs. Vous savez que c'est la V0, hein, c'est la version test. Hein. C'est la version test. C'est qui est sorti en premier? C'est lui. Ah bah voilà, la c'est toi V0. la version test. Bah merci les gars, on Ça se se voit retrouvera tant un que peu plus tard. Nous on va accueillir notre prochain invité qu'on avait déjà eu l'an dernier et avec qui il y a plein de choses à discuter puisque c'est Stéphane, team manager de l'équipe FDJ Suez. Est-ce qu'on peut quand même faire notre check pour partir? Bah faites-le, moi je vais pas me lever allez, Le vélo. insupportable. On va être un peu plus sérieux maintenant. Ou pas, hein, j'en sais rien. Hein. Tu peux venir Stéphane. N'hésitez pas dans le chat à poser vos questions, je vous lis. Hein. Vous êtes plein, vous êtes plantés sur Antoine et Grégoire. Bonjour à toi Stéphane, ça va? Bonsoir. Ça Très va bien, et super toi? bien. On s'était vu l'an dernier, on avait parlé de plein de choses. On va faire un petit débrief de la saison parce que vous avez une belle saison quand même. Et puis surtout, on va parler de ce qui nous attend en 2025 puisqu'il y a un nouveau palier qui est franchi. Déjà, parler de cette saison-là, où vous avez récolté quand même pas mal de belles choses. On va parler d'Evita Music aussi, qui a passé encore un palier. Comment tu l'as ressenti, toi, cette saison 2024 par rapport à précédente et qu'est-ce que tu en as ressenti, toi, globalement? 2024, c'est une saison dans la continuité. On avait lancé un plan stratégique l'an passé sur un plan sur 5 ans. On avait des gros objectifs et 2024, c'est la première pierre à l'édifice. Mais voilà, on savait fin 2023 qu'il fallait cranter et que cette saison allait servir de rampe de lancement. Alors, c'est 15 victoires. Quand même, dont, ouais. Légèrement moins que la saison dernière. Légèrement moins, on va dire. Mais des belles, quoi. Voilà, les Jeux Olympiques avec Grace, premier titre olympique avec cette médaille d'or sur le chrono dans Paris. Alors il y a eu la médaille olympique aussi de Victoria sur piste au Madison, Victoria Guazzini, titre de championne du monde de Grace. Liège-Bastogne-Liège avec Grace, c'est 3 courses pour sa dernière saison. On a le parce que, résumé des voilà, résultats marquants de cette saison. Grace, elle a décidé de se retirer du peloton féminin et on va dire qu'elle est sortie par la grande porte. Hein. Elle Jeux part avec Olympiques, une championne médaille. du monde, la doyenne, et puis tout ce qu'elle a fait pour les autres. Parce que derrière, c'est Evita qui a crevé l'écran et bon nombre de succès d'Evita, Grace a été à la manœuvre. Ouais, vous perdez du coup Grace Brown l'année prochaine, vous allez perdre aussi Cecilia, mais il y a du très beau monde qui arrive. Avant d'aborder toutes les recrues, on va parler d'Evita, effectivement, parce que c'est une saison qui est charnière pour elle, elle est en constante progression, elle est encore extrêmement jeune. Comment t'expliques ce passage de palier? Pour rappel, 4e du Tour de France, 5e de la Vuelta, c'est une saison assez folle pour elle quand même. C'est dans la continuité, alors c'est un gros gap, mais Evita elle a toujours été présente. Et si on trace on va dire un graphique sur la progression d'Evita depuis qu'elle est arrivée chez nous, hein, dès sa majorité, sortie de junior. C'est presque une vétéran, elle a depuis combien? 2018, c'est ça? Ouais, elle arrive. Elle arrive, c'est un bébé. Elle est arrivée et tout de suite, l'équipe a grandi très vite avec elle et le projet de l'équipe, il est autour d'elle, clairement pour les prochaines années. Cette année, dans notre malheur, on a eu les blessures de nos 2 leaders pour les grands tours avec Cécilie Outreau-Ludwig et Marta Cavalli. Et on a donné tout le leadership pour les grands tours à Evita et elle a gagné très vite. Ce qu'elle a fait dans l'étape 6 de la Volta, c'est génial, gagner l'étape Rennes devant Demi Vollering et de la façon elle a fait, où on a mené la course du début à la fin, où Grace Brown et Amber Crack l'ont emmené derrière et qu'elle a su finaliser. On l'a vu aussi sur la dernière étape du Tour. Et on a roulé tous les jours pour ça, pour qu'elle arrive. Alors c'est 4e du Tour, hein, c'est pas le podium, mais c'est un grand Quand chemin on voit ce qu'il y a parcouru. devant, Voilà, voilà. puis podium de la dernière étape. Donc il lui manque encore un peu de confiance en elle, mais physiquement, j'ai aucun doute pour Evita. Ouais.
Est-ce que tu penses justement, on va en parler après, que le fait de ramener des recrues qui sont quand même des recrues XXL va l'aider, elle, à passer un cap et devenir la grande leader qu'elle est déjà, mais aller se frotter définitivement au meilleur mondial? Oui, bah, clairement, le recrutement, il a été fait avec elle. Il a été en concertation, elle est au courant On va en parler après, mais elle est au courant depuis le début, mais elle a encore besoin de temps, elle a encore besoin de soutien. Et peut-être qu'elle gagnera un grand tour dès 2025, et c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. Mais voilà, on sait que nos adversaires seront renforcés, et nous, on ne voulait pas rester une équipe de second couteau. On fait top 5 mondial, mais voilà, la marche, elle est énorme avec les deux premières, en particulier SD Works la Bien première sûr. et Lidl Trek la deuxième. Le but, c'était de resserrer ce gap, et pour ça, il fallait être actif sur le marché des transferts qui était très, très important cette année, puisque la moitié des cyclistes du top 30 mondial ont changé d'équipe, donc on ne voulait pas subir. Et nous, on voulait construire autour d'Evita, et on a construit la plus belle équipe autour d'elle. on va en parler justement des recrues, parce que c'est un recrutement grandiose en vrai. Vous recrutez Demi Vollering, qui fait partie, si ce n'est du top 3 mondial, on va dire, avec qui on peut tout viser. Vous recrutez Juliette, qui est pareil, Juliette Labousse, qui est une des meilleures coureurs françaises, pareil, dans le top 3 des meilleures coureurs françaises. Il y a aussi pas mal de jeunesse. On a un projet qui devient assez clair, qui était déjà depuis le début, mais là on a du très très lourd du côté des leaders, du très lourd aussi du côté des jeunes. Comment ça s'est goupillé ce mercato-là? En fait, Où vous y êtes arrivé en fait on a passer ce palier? construit avec la performance, avec le marketing, un projet à long terme. J'ai la chance d'avoir un staff en or, et aussi des sponsors qui sont capables de s'engager à long terme. Sans ces deux éléments, ce n'est pas possible. On a écrit une histoire qui était dès 2020 d'intégrer le World Tour, dès 2020 de devenir top 10 mondial, dès 2023 d'être top 5 mondial. Mais voilà, une fois que nos sponsors ils ont connu ça, ils veulent plus, et on doit leur vendre encore un projet à plus long terme. Et dès qu'ils nous ont donné leur confiance pour étendre les contrats, bah, on a été assez actifs. On voyait qu'on arrivait à la fin d'une ère, hein, avec Martha et Cécilie. Et l'arrêt de Grace, qui nous a prévenu très tôt qu'elle allait arrêter, bah, il fallait opérer un changement, et pas l'opérer n'importe comment, avec humainement des cyclistes qui ressemblent à Evita, qui peuvent collaborer avec Evita. Naturellement, la première qu'on a approchée, c'est Juliette. Juliette et Evita, c'est 8e et 9e mondial. Donc, c'est-à-dire deux Françaises dans le top 10. Il faut remonter beaucoup d'années en arrière pour revenir à deux Français dans le Juliette, top qui est 10. pareil, une valeur sûre, qui a fait 2 fois top 5 du Tour de France. C'est ces deux femmes qui sont capables de gagner un grand tour dans les années à venir, deux femmes qui sont capables de monter dans n'importe quel podium de classique. Et derrière, on a eu cette chance, cette opportunité de discuter avec Demi. Et naturellement, on a vu que Demi voulait partager le leadership avec Juliette et Evita. On a été assez clair avec elle, et elle vient avec ce coping de leader, mais avec deux autres leaders à côté d'elle pour les grands tours et pour les grandes classiques. Puis en plus, c'est des coureuses qui sont en force de l'âge. On n'est pas en fin de carrière. Et à côté de ça, vous avez la jeunesse avec Églantine Rayet, avec Célia Géry, avec Ali Wollaston, qui n'est pas si vieille que ça, à 23 ans. C'est aussi un projet de renouvellement sur le long terme, d'avoir la main sur les futurs cracks du cyclisme mondial? C'est un projet global. On est l'équipe la plus vieille du World Tour. L'équipe a été créée en 2006. On a intégré le World Tour dès sa première année en 2020. C'est toujours d'avoir un coup d'avant, d'être capable de toujours avoir une solution quand on a des blessés. D'avoir 3 leaders, ça peut paraître compliqué dans le management, mais dans les faits, on a toujours des blessés. Dans les faits, on est toujours meilleur quand on est 3 que contre nos adversaires, qui sont très très forts aussi. C'est ça, une grande équipe en réalité. Oui, et ce qu'on a fait avec Evita, Evita a grandi grâce à Martha et Cécilie et Grace. Et Églantine, Célia, Wally vont grandir grâce à nos leaders. Et on a un calendrier qui est XXL aussi, hein. À l'arrivée de Milan-San Remo cette année, on a plus de 115 jours de course qui arrivent, donc c'est plus de 350 jours de déplacement pour nous. On a besoin de cette richesse et avoir une profondeur de banc, si je serais sur un sport co, où il y a de la place pour tout le monde. Ouais. Et c'est en roulant avec les meilleurs qu'on progresse. Et on est vraiment ravis que Célia et Églantine, qui sont l'avenir du cyclisme français, hein, nous rejoignent dès cette saison. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2025? C'est quoi les objectifs? C'est gagner un grand tour? C'est tout gagner? C'est titiller les deux meilleurs? Les objectifs sont assez clairs. On se donne jusqu'à 2028 pour être capable de gagner les 3 grands tours et les 6 classiques, hein, que ce soit Strade Bianche, Tour des Flandres, Paris-Roubaix, les 3 Ardennaises, et maintenant Milan-San Remo qui arrive. Alors on a gagné les 3 Ardennaises déjà, mais on remet les compteurs à zéro avec cette nouvelle équipe pour être capable de jouer la gagne sur toutes ces grandes courses. On ne peut pas se cacher derrière nos ambitions. On a une très belle équipe, nos adversaires sont très forts. Nous, il nous faut de la réussite, il faut qu'elles soient capables de travailler ensemble, mais la clé du succès, elles l'ont. Nous, on va tout mettre à disposition, mais on ne sera pas sur le vélo. Leur entente fera la différence, et il faudra être meilleur les adversaires. Il ne faudra pas juste être bon, il faudra être meilleur. Ouais, parce que la densité de bonnes coureuses est de plus en plus importante.
mais le défi est intéressant quand même. Ouais, SD Works avec le retour d'un Van der Breggen, Pauline Ferrand-Prévot avec Visma Lease the Bike, UAE qui a fait un mercato XXL, Lidl Trek qui est toujours au top et Canyon qui a les meilleures grimpeuses au monde aussi. Donc non, on va avoir une saison 2025 pour le cyclisme féminin qui s'annonce passionnante et il y a eu beaucoup de changements. Donc je pense que c'est l'équipe qui arrivera à mettre le plus de synergie humainement entre ces cyclistes, qui arrivera à travailler de façon la plus intelligente, qui pourra gagner très tôt. Et on sait quand on commence bien la saison, on a toujours un coup d'avance. Avant qu'on se quitte et qu'on fasse un petit quiz pour gagner le petit casque qui est derrière toi, là, d'un point de vue purement personnel, on en avait déjà parlé l'an dernier, toi tu es là depuis une éternité, tu as vu cette équipe naître. Ça te fait quoi, toi, spécifiquement, d'arriver à un stade où oui, tu peux envisager avec cette équipe de gagner n'importe quelle course? Déjà, merci de me rappeler que je suis plus tout jeune. Je l'ai vu avec l'interview d'avant, que je ne comprenais pas tout, donc je me suis dit, ouais, voilà. C'est parce que tu as eu les enfants turbulents. Ouais, là. voilà. Ouais. J'ai pris un gros coup de vieux. Non, c'est plaisant et vraiment, c'est plaisant aussi pour nos sponsors et pour le staff. On a créé, aujourd'hui, l'équipe, c'est une entreprise de plus de 50 salariés. Quand je vois au quotidien comment ils bossent, l'énergie qu'ils donnent, bah, c'est ma meilleure satisfaction. Et là, les enjeux sont tellement importants que je vois tout le monde concentré, tout le monde motivé. Et qu'on sait pourquoi tous les matins on travaille dur, on sait pourquoi on loupe beaucoup de week-ends en famille, on sait pourquoi on n'a pas de vacances, mais c'est la continuité et voilà, on va encore continuer le plus longtemps possible à faire rêver parce que notre but premier, c'est vraiment de donner l'exemple et d'inspirer la nouvelle génération et toutes les petites filles qu'on leur donne envie de faire du vélo. Bah, merci à toi, c'est fun et j'espère qu'on se retrouvera l'an prochain, même endroit, même heure, avec pas mal de belles choses à débriefer. Il n'y a pas de raison, on va tout faire pour. Merci. Merci beaucoup. On va accueillir Arnaud Platel incessamment sous peu. Avant de se quitter, on a un petit quiz pour faire gagner le casque laser qui est juste derrière. Je vais vous demander dans le chat, encore une fois, d'être vigilant. Je vais vous demander à quelle place, normalement, si vous avez été attentif, vous avez la réponse. À quelle place a terminé Evita Music sur le Tour de France? C'est facile. C'est facile, non, c'est pas Antoine. Et pendant ce temps-là, c'est Antoine qui va Arnaud qui va pouvoir nous rejoindre. Comment ça va, Arnaud? Bah bien, et toi? Arnaud, tu as changé la déco cette année. Ouais, t'as vu, c'est pas mal, il est pas mal ce plateau. Hein. C'est pas mal. Arnaud, tu es. voir jouer tout à l'heure, mais Peut-être après, ouais. Mais tu sais qu'elle marche super bien. Hein. c'est vrai. Ouais, elle marche super bien. Vraiment, c'est une vraie et tout. Neo Geo, c'est vraiment, c'est pour les vieux comme nous. Hein. Arnaud, tu es directeur général de la Ligue nationale de cyclisme. Tu étais déjà là l'an dernier avec nous et on va parler pour le coup de ce pour quoi on est là, c'est-à-dire la Coupe de France, les Coupes de France FDJ. Donc les Coupes de France FDJ, tu en parleras mieux que moi de manière générale. Quel bilan, toi, tu tires de cette année-là? On avait déjà parlé l'an dernier de l'ambition de montrer de plus en plus les Coupes de France, de mettre plus en valeur encore plus ces épreuves-là qui sont importantes pour le cyclisme national. Quel bilan, toi, tu tires de cette année? Un bilan positif. Je pense qu'on a un super podium cette année, avec Cosnefroy qui gagne, le champion de France qui est meilleur jeune et qui fait 2. Et puis Venturini, qu'on peut voir quasiment toute l'année, puisque là, il est dans le cyclocross. Ouais, le pauvre, ça s'arrête jamais. Oui, il ne s'arrête jamais. Mais bon, ils aiment ça, apparemment. Donc, une super Coupe de France. Encore de belles épreuves, bien organisées, belle sécurité. On commence à être bon. Je pense qu'on va finir très bon si on continue comme ça. Il y avait un enjeu de rendre ça encore plus visible, de les diffuser au maximum, ces courses-là? En fait, l'enjeu, il faut que le vélo il existe par rapport aux autres. On doit aussi occuper notre place. Tu vois. Il n'y a pas que de la place pour l'Olympique lyonnais. Il faut qu'on fasse notre petite placette à nous. Et on est là pour essayer de bouger un peu l'existant. Mais il faut aussi qu'on soit intelligent dans ce qu'on fait. Donc, on est en plein développement, beaucoup de réflexion. Et ça va matcher à un moment donné. Sur le plan du plateau qu'on peut avoir, même du côté des femmes aussi, ouais. On sent quand même qu'il y a de plus en plus de cadors qui viennent se frotter. On a vu Arvid de Klein, Arnaud Delis l'an dernier qui était déjà là. Là, pareil, on a des vainqueurs qui sont des coureurs très fortement établis. Il y a une satisfaction, j'imagine, aussi à voir que ça devient de plus en plus prisé d'aller chercher ces courses-là. Oui, mais pour l'instant, ce n'est pas encore un objectif en début de saison. Donc, tu vois, on sera vraiment ravis quand ça le deviendra. Quand les équipes se disent moi, je vais en faire un objectif. On commence à entendre quelques rumeurs ici ou là de la part des équipes. Donc, on sera ravis quand ce seront des coureurs qui viseront cet objectif. Mais il faut aussi qu'on amène de la nouveauté, qu'on crée peut-être aussi l'envie pour certains de venir s'afficher. Et on a quelques idées en tête pour créer cette envie. Tu as trouvé un sosie dans le chat. C'est vrai? Tu ressembles à Bernard Lacombe. Tu vois, comme quoi, mal, bonne référence à Lyon, non? Ouais, pas mal. Hein. Non, malheureusement, tu n'étais pas Lyon ou lyonnais. Saint-Etienne, Bernard?
Pour les deux, ça compte, s'ils nous réunissent entre nous. On en avait parlé l'an dernier, tous ces enjeux de développement autour du numérique, de tout ce qui est plateformes différentes. On avait tout à l'heure les enfants turbulents de la tête dans le guidon. Du côté de la Ligue, quelle est votre vision par rapport à ça? Est-ce que c'est des plateformes qui vous intéressent? Est-ce que c'est des choses qui sont des axes de développement, d'aller chercher ces cibles-là, ces passionnés-là qui sont peut-être plus jeunes, moins consommateurs de télé, plus de réseaux sociaux? C'est un enjeu pour vous? Il faut qu'on leur crée un produit pour ça. Tu vois, nous, les courses de vélo, c'est 1h30, c'est assez long, ça ne répond pas du tout aux attentes des uns et des autres. Donc à nous d'être imaginatifs, à nous de créer un produit pour eux. Et il faut qu'on regarde. Et on serait bête de ne pas le faire. Il n'y a pas d'avenir si on ne s'interroge pas, quoi. Donc oui, c'est hyper important. On a une équipe qui est là aussi pour développer tout ça. Et à nous de leur faire confiance. Et non, je pense que... On peut créer un produit qui va répondre aux uns aux autres. Mais on sait très bien, maintenant, les gens ne font pas que regarder la télé. Et ils regardent la télé, il y a la tablette, il y a le téléphone à côté, tu es sur Internet, sur tous les réseaux sociaux à droite et à gauche. Donc tu es ultra connecté. Et on le voit aussi sur nos lignes d'arrivée. Les gens sont, pour la plupart, sur le téléphone et ils regardent l'épreuve ou ils regardent l'épreuve qui se déroule par ailleurs. Donc il faut qu'on imagine tout ça. C'est quoi les ambitions, les changements potentiels qu'il y aura pour 2025? C'est quoi à court terme, qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux Coupes de France et de manière générale au développement côté Ligue? En fait, ce qu'on veut casser, c'est un peu l'idée que pour gagner la Coupe de France, il faut que tu sois un baroudeur ou un sprinter. Donc si on peut amener un peu plus de montagne dans nos courses, ce serait quand même assez sympa. On a quelques idées et je pense que 2025 ou 2026, ce seront des années où il y aura des annonces et où on va essayer de densifier notre calendrier et créer un peu plus d'envie. Parce que on discute aussi avec les coureurs. Tu as certains grimpeurs qui nous disent moi j'aime bien venir sur la Mercantour, mais par contre je ne serai jamais lauréat à la Coupe de France, je ne pourrai jamais m'imposer. Logique. Donc très bonne réflexion, on a les réponses et on va les mettre en place. Par exemple, Lenny Martinez qui a gagné une étape, mais qui ne pourra pas gagner une Polynormande. C'est lui dont je parle. Ah bah voilà. Ouais, mais après, tu vois... Après, Lenny m'a dit un jour que ce n'était pas un coureur d'une course d'un jour. Bon, voilà. Peut-être qu'il viendra spectateur, on ne sait pas. Il gagne encore la Mercantour. Donc après, il faut leur offrir des courses qui leur conviennent aussi. Bien sûr, ouais. On en a dans notre calendrier. Alors, elles ne sont pas nombreuses parce que les épreuves en montagne, c'est quand même compliqué à organiser. Donc, il faut qu'on arrive à réunir ce petit concept. Et pourquoi pas intégrer de nouvelles épreuves qui répondent à ces critères. On nous parle de la classique des Alpes dans le chat. On a des références. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Parfait, merci beaucoup d'être passé, merci comme l'an dernier. On fera le bilan l'an prochain, écoute. Avec plaisir, comme ça je verrai la nouvelle déco. Alors. Ouais, mais celui-là, il est bien, je pense qu'on va le garder. C'est pas mal. Ah ouais, il est bien là. Je vois que tu t'es mis au vélo, donc c'est bien. Oui, bien sûr. Ouais, c'est le mien d'ailleurs. J'aimerais bien. Allez, au plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup. On va accueillir maintenant Mathilde Dupré, que pareil, on avait déjà accueilli l'an dernier. Bonjour à toi, Mathilde. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Ça va depuis l'an dernier? Oui. Je vais te laisser te représenter pour ceux qui n'étaient pas forcément l'an dernier et nous dire ce que tu fais concrètement. Ouais. Alors, moi, je suis conseillère technique nationale donc auprès de la Fédération française de cyclisme et je suis en charge de la mise en place et du suivi du plan de féminisation. Et j'ai une autre casquette aussi, qui est tout ce qui concerne la prévention des violences dans le sport. Voilà. Concrètement, si tu devais nous prendre une ou deux actions que tu as mises en place cette année et faire un bilan de comment ça a avancé, qu'est-ce que tu pourrais nous dire à propos de ça? Alors, des actions, il y en a forcément plein. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on parle de plan de féminisation, on n'est pas forcément axé sur la pratique. Il y a aussi tout le volet dirigeante, le volet d'encadrement. Et ça a été un peu notre fil rouge aussi cette année, c'était d'essayer de former de plus en plus de femmes à l'encadrement en tant qu'entraîneur, directrice sportive, parce qu'on reste persuadé que plus on aura de femmes dans les encadrements, plus on aura aussi de pratiquantes. Donc ça, c'était un peu le fil conducteur sur un suivi, un tutorat de ces femmes-là, d'identification des potentiels. Et puis on a aussi notre axe majeur qui est tout l'aspect développement. Avec notre programme ambassadrice où on génère de l'activité sur les territoires au plus proche du public, j'ai envie de dire lambda, pour générer
de l'activité chez la femme, chez la jeune fille, et puis évidemment, pourquoi pas prendre une licence à la sortie. Mais ce n'est pas forcément le but premier, c'est déjà dans un premier temps de valoriser le cyclisme féminin, de dire qu'on est capable de faire du vélo tout en tant qu'un homme. Donc voilà, ça a été vraiment un axe majeur sur cette Olympiade aussi, quoi. Tu sens un changement avec la visibilité de plus en plus forte du cyclisme féminin? On parlait l'an dernier de la professionnalisation des équipes Conti Pro. Est-ce que tu sens que ça a un impact local d'avoir cette crédibilité sur le fait que c'est un plan de carrière pour les petites cyclistes qui ont un grand potentiel, et de l'autre côté, c'est un sport qui est aussi accessible aux femmes. Il y a pas mal d'initiatives locales. Est-ce que toi, tu ressens au quotidien que cette visibilité-là donne des envies à des jeunes filles, pas forcément jeunes d'ailleurs? Oui, et évidemment qu'on le ressent. Alors on le voit aussi sur l'évolution de notre nombre de licenciés, mais sur le nombre de pratiquantes. Il nous manquait une vitrine. Aujourd'hui, on l'a, c'est le Tour de France Femmes, il ne faut pas se leurrer. Aujourd'hui, les jeunes filles qui pratiquent le cyclisme peuvent se projeter, en fait, se dire moi, effectivement, je veux faire comme les grandes championnes, je veux faire le Tour de France. Donc ça laisse une vision plutôt à long terme et un plan de carrière qu'on n'avait pas il y a encore quelques années. Donc oui, c'est bien, ça se structure. Maintenant, il ne faut pas aller trop vite non plus. Voilà, c'est aussi un peu un signal d'alerte en se disant est-ce qu'on a aujourd'hui le vivier suffisant pour alimenter énormément d'équipes professionnelles? C'est une question qu'on se pose. Donc, charge à nous de travailler sur la base, justement. La base de la former. pyramide. Voilà, c'est la base aujourd'hui. Elle est là, mais elle est encore à consolider. Voilà. Comment on peut faire en sorte, tu as parlé d'ambassadrices, même d'écosystèmes numériques, comment, que ce soit des ambassadrices comme Noémie qui était là tout à l'heure, ou des créateurs de contenu divers et variés, comment nous, on peut agir pour donner envie aux femmes, aux filles de se mettre au vélo? Qu'est-ce qui est mis en place, par exemple, avec les ambassadrices sur ces aspects-là? Alors, effectivement, maintenant, si on n'est pas dans l'ère de la communication réseau, on n'existe pas, malheureusement. Alors après, il faut trouver la bonne communication, évidemment. Je pense que Noémie en est un bel exemple parce qu'elle maîtrise le sujet parfaitement. Eh bien, c'est essayer de raconter des histoires, en fait. Si on prend l'histoire de Noémie, il y a 2 ans, elle ne faisait pas de vélo. Aujourd'hui, elle roule tous les jours, elle participe à de belles épreuves cyclosportives. Voilà, elle a toute une histoire à raconter. Et je pense que c'est ce qui peut donner envie aussi aux femmes en se disant, tiens, elle y est arrivée, elle part de zéro, et bien pourquoi pas moi en fait. Voilà. Et puis c'est aussi, je pense, une communication il faut que... Alors on est la Fédération française de cyclisme, on est une fédération olympique, on est une fédération compétition, mais pas que en fait. Et je pense que si on veut attirer davantage de femmes, il faut aussi passer par les aspects plutôt loisirs, découverte, bien-être, famille, voilà, tous ces aspects-là qui peuvent amener des femmes à pratiquer le vélo et pourquoi pas faire de la compétition in fine. Qu'est-ce que vous avez imaginé pour 2025 déjà, comme chose, comme action, comme politique de manière générale? Est-ce qu'il y a des exemples particuliers que tu voudrais mettre en valeur? Alors, on n'est pas sur une révolution, on est plutôt sur une continuité parce qu'évidemment, il faut que les choses avancent petit à petit. Donc, c'est de renforcer notre réseau d'ambassadrices. Ça me paraît important parce qu'on a vu que ça avait une portée vraiment positive sur les territoires. Travailler avec nos jeunes, ça c'est important, de consolider la formation des jeunes. On a le projet Elles arrivent avec le Tour de France qui a un gros succès aussi, qui motive cette population de 13, 14, 15 ans. Donc ça c'est aussi un axe majeur. Et comme je le disais, c'est renforcer aussi tout ce qui gravite autour de la pratiquante, c'est des mécaniciennes, c'est des directrices sportives, c'est des entraîneurs, des éducatrices qu'il faut aussi davantage former et qu'elles y trouvent leur place en fait. Voilà. Le fait d'avoir des femmes qui se sentent à leur place, c'est vraiment essentiel. Oui. C'est une question très con, mais pour développer sur le sujet, évidemment que ce n'est pas une question historique. Mais oui. Mais en fait, je trouve que les mentalités évoluent quand même et ça va dans le bon sens. Heureusement, on est quand même à l'aube de 2025, mais il y a encore du travail. Beaucoup de travail. On a une remarque dans le chat qui dit que le fait d'avoir, par exemple, en Belgique, l'Autocopéki qui aide énormément, le fait d'avoir ces vitrines-là, ça aide aussi d'avoir les stars. Bien sûr, il faut qu'on s'identifie. Bon, on a eu quand même une médaille d'or avec Pauline Ferrand-Prévot, qui est aussi une belle image du cyclisme féminin. Il faut savoir surfer sur ça, justement, pour pouvoir donner cette belle image et donner envie. Okay. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Pareil, rendez-vous l'an prochain. On s'était dit rendez-vous l'an prochain l'année dernière. Et on refera ça l'an prochain avec grand plaisir. Très bien. Merci à toi. Bonne soirée. Merci. On va accueillir désormais, je regarde en régie, est-ce qu'ils sont là
Ils sont en train de mettre les micros, donc on va avoir une petite minute à meubler. On va accueillir maintenant 2 invités sur le plateau. Je vérifie que je ne dis pas n'importe quoi. Oui, effectivement, c'est l'heure. On va accueillir Paul Lapéra et Benoît Cosnefroy, premier et deuxième de la Coupe de France FDJ côté hommes, pour leur parler de plein de trucs. Donc pareil, si vous avez des questions pour eux, n'hésitez pas dans le chat. On aura un bon quart d'heure avec eux pour parler de leur saison, pour parler de leurs attentes, pour parler de leurs perfs, et Dieu sait qu'il y en a. Ouais, les GOAT, effectivement, on me dit dans le chat. Voilà, on n'a pas de quiz là-dessus, non, j'ai pas oublié de quiz, tout va bien. On aura tout à l'heure à gagner les 2 petites choses qui sont ici, le bidon et la gapette qu'on fera dédicacer. Ils sont là, je les vois, ils arrivent, ils sont là, ils sont tout beaux en costume. Bonjour messieurs, comment allez-vous? On se serre la main, on est des adultes responsables, salut. Exactement. Bon, on est bien là, on sort, c'est bon, vous avez votre trophée, tout va bien? Ouais, nickel. Ouais, c'était bien, c'était cool. Cool. Ouais, c'était cool. Ça me fait très plaisir de vous avoir ici. L'an dernier, on avait Paul Pénouette, qui d'ailleurs, il doit être dans le coin aussi. Comment ça va, globalement? Vous avez la forme? Ouais, ça va. Hors prise, tout va bien? Ouais. Les vacances, pas tout de suite, avant, après? Avant, les vacances, ça se passe bien aussi. Ouais. Après, moi, j'ai un petit mal de genou là depuis 10 jours, Ouais. donc c'est un peu moins bien, mais autrement, les soirées comme ça, c'est cool. Hein. Ouais, c'est cool, ouais. Après, là, on est plus en détente. On pourrait pas m'enlever le costard. On va parler évidemment de votre saison, parce que vous avez quand même massacré la Coupe de France, hein, tout simplement. Quand c'était pas l'un, c'était l'autre. On a un petit récap de vos performances qui va s'afficher. Vous vous étiez dit en début de saison, on se les donne un coup à toi, un coup à moi. Voilà, là, on a Benoît. Benoît, tu nous as fait le classement général pour 3 points, je crois, c'est ça? Quelque chose comme ça. Paris-Camembert, la Flèche Brambas, bon, c'était pas la Coupe de France, Morbihan-Finistère. C'est bien parce qu'on reste un peu dans l'Ouest quand même. Hein. On sent que vous étiez bien chez vous. Ouais. C'était coché en début d'année de te dire ouais, bah, la France c'est pour nous, quoi. Non? Ouais, non, souvent en décembre, on prend un café et on se dit ouais, Je dis, bon, attends, je te la laisse celle-là. Moi je prends ça. La Polynormande, tu as déjà gagné, tiens, c'est pour toi. Non, pas du tout. Non, c'est clair que moi j'espérais gagner des courses, mais de là à gagner autant de courses cette année, j'avais pas prévu. Et puis voilà. Bah toi, Paul, on va en parler après. Vous êtes dans 2 dynamiques différentes, alors que pour le coup, vous n'êtes pas vieux non plus. Comment vous avez vécu cette année pas de transition, puisque finalement, ça a été une année un peu explosive pour vous. Je me souviens, en début de saison, il y avait la présentation du vélo. On était tous un peu genre, est-ce qu'il va être bien le vélo, est-ce qu'il va être bien? Et vous avez complètement explosé. Toi, le premier, d'ailleurs, Paul, où tu as pété aux yeux du monde. Comment vous l'avez vécu cette saison-là, de passage à Decathlon AG2R, passage sur Van Rysel? À quel moment vous vous êtes dit, oh là, il y a un truc qui marche bien dans cette organisation et dans ce système-là? Bah ouais, ça a été beaucoup de changements dans l'équipe cette année. Au niveau entrepreneurial aussi. Sportivement, pas mal. On a changé de sponsor principal, comme tu l'as dit, vélo, tout ça. Et ça a super bien marché pour le coup. Et non, ça a été une grande saison. C'était pas attendu à ce niveau. On voulait faire mieux que l'année précédente, qui avait été clairement pas forcément bonne, mais on voulait faire mieux. Et bah, ça a été carrément mieux jusqu'au championnat, je crois. Donc fin juin, on était 3e équipe mondiale. Et je me rappelle tout le début de saison, on prenait en screen le classement de l'année, enfin le classement des équipes. On se disait mais c'est incroyable et tout, on est dans les 3 meilleurs, tout ça. Et voilà, finir l'année 6e équipe mondiale, je pense que c'était notre place cette saison. Et ouais, non, la saison a été géniale, donc on est heureux de ça. Franchement, vous y attendiez à un moment donné à se dire on va jouer les tout premiers rôles? Non, on se prépare toujours pour ça. Et c'est l'esprit de compétition. Ce qu'on veut, c'est être le meilleur. Après, de là à dire on est sûr d'avoir tant de victoires et d'avoir une saison comme ça, on savait que les vélos allaient vite. On savait qu'au niveau du matériel, quel moment vous avez dit on a une bombe? On est monté dessus. Hein. Ouais. Si là, demain matin, tu vas acheter un vélo, tu vas comprendre. Non, mais dès qu'on est monté dessus, on a senti qu'ils allaient vite. Donc là, on n'avait pas de doute là-dessus. Après, c'est parce que le vélo va vite que le collectif va fonctionner et qu'on va avoir des victoires. Et on a eu aussi un grand Ben O'Connor cette année. Donc tout a bien fonctionné et il y a des dynamiques comme ça aussi, l'arrivée de la Continentale, pour du coup que la Groupama FDJ a depuis quelques années. Nous, c'est la première année où on l'avait et ça nous a fait vraiment du bien aussi avec des jeunes qui arrivent, qui sont prêts, qui nous aident en course et qui sont vraiment vaillants. Et toutes ces petites choses-là ont fait que ça a bien fonctionné cette année, mais on ne l'a pas vu venir. Enfin, moi, en tout cas, je ne l'ai pas vu venir. Bah, toi, justement, spécifiquement, tu es loin d'être vieux, mais ça fait quand même pas mal de temps. Tu as un peu l'image de presque papa de cette équipe qui se rajeunit de plus en plus. Désolé, hein, vous avez 3 ans de différence, mais... 5. 5 ?
Ouais, 95. Pardon, excuse-moi. Ouais. Comment tu vis justement cette nouvelle génération? Tu as parlé de Groupama FDJ où il y a eu un peu cet aspect pépinière de talent. Là encore cette année, il y a plein de petits jeunes qui vont commencer à arriver partout. Il y a des jeunes avec un très très gros potentiel. Tu te ressens ce rôle un peu de mentor pour certains jeunes qui viennent arriver? Mentor, pas forcément. En tout cas, j'ai essayé de partager mon expérience, même si je suis vraiment dans le truc à me dire chacun fait sa route et chacun fait sa route comme il l'entend. Après, moi, je peux partager mes expériences pour dire voilà, moi j'ai fait ça, ça a plus ou moins bien fonctionné. Voilà, je suis beaucoup dans le partage, mais chacun fait sa route et fait sa route comme il l'entend. Mais c'est clair que ça commence à être très jeune, donc il y a une petite différence d'âge. Mais voilà, je suis pas encore capitaine de route. Hein. J'essaie de rester. Il y en a des plus vieux que toi encore. Leader. Il y en a des plus vieux Ah, mais il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ça va venir. Hein. Ça va venir. Donc non, dans ma tête, voilà, il me reste encore pas mal de belles années à faire. Et voilà, je suis là pour partager, mais en course, c'est pas facile des fois pour moi, là, le rôle un peu de formateur, de capitaine de route un peu des fois et leader. Donc il y a des fois cette triple casquette qui est pas facile à gérer, mais c'est stimulant. C'est une belle casquette quand même. Ouais. C'est une belle casquette à porter. Du coup, je peux en mettre une derrière, une devant. Oh, il y en a une là, si tu veux. Elle est belle. Je te la fera dédicacer après, parce qu'on la fera gagner après. Paul, toi, il faut qu'on parle de ta saison quand même. Ça, tu as explosé aux yeux du monde et en plus, derrière, tu nous chopes le maillot de champion de France. On va en parler après, j'ai une petite vidéo à te montrer d'ailleurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment le déclic est arrivé pour qu'à un moment donné, tu te mettes à être partout, quoi. On t'a vu sur toutes les courses que tu as disputées, on t'a vu dans les grandes classiques. Tu as passé un palier cette année-là. Voilà, comment tu l'expliques? Comment ça s'est passé pour toi cette saison? C'est marrant, mais c'est la question qu'on m'a posée toute l'année. Bah ouais, je sais. Et j'ai des éléments de réponse, j'ai pas la réponse, mais non, je pense que je me suis vraiment rendu compte, pour bien parler, cette année, à quel point il y a une dynamique collective influe sur une personne. Et je savais que j'étais capable de gagner en Coupe de France, ce que j'ai fait à la Classique Loire-Atlantique au mois de mars. Et en fait, ce jour-là, je gagne d'une manière que j'avais encore jamais fait, c'est en faisant quasiment 25 km tout seul. Et voilà, moi j'ai plus pour habitude de gagner en réglant un petit groupe au sprint, des formats un peu plus comme ça. Et je me suis dit, ah ouais, ça va bien quand même, quoi. Il se passe quelque chose. Et le lendemain à Cholet, je cours vraiment de manière détachée. Je me dis, si ça marche, tant pis, si ça marche pas, c'est pas grave, tu peux te permettre de tenter des choses. Et là, pareil, je tente à 2 km de l'arrivée, ça va au bout, je gagne. Et du coup, premier step de confiance, puis il y a eu la victoire au Pays Basque en World Tour, qui est encore un autre niveau, deuxième step. Et puis ainsi de suite. Et... Tu t'es découvert une âme de classic man, quoi. Ouais, alors je la connaissais déjà. Hein. Chez les jeunes, voilà, j'étais quand même. Je savais que j'étais un coursier, quoi. J'ai un peu comme Benoît, du profil de coureur, on est vraiment copier-coller. Et voilà, cette âme de coursier, de sentir la course, tout ça. Et ça s'est exprimé cette année. J'ai progressé physiquement aussi, hein, évidemment. Mais voilà, tout s'est aussi bien mis en place. Et je pense que la confiance, ça a beaucoup joué. Parce que le vélo, j'aime bien dire ça, mais c'est un peu un sport de perdant. Tu vas perdre 98% du temps et gagner 2%. Donc, une fois que tu as gagné, tu prends la confiance et ainsi de suite. Et voilà, c'est le collectif, tout ça, c'est vraiment des choses cette année qui ont créé beaucoup d'émulation dans l'équipe et ça permet de faire des saisons comme on a fait cette année. Mais tu parles de collectif, justement, on va parler des championnats de France. Benoît, tu étais parmi les grands favoris, tu faisais partie des outsiders et on a vu que ce collectif-là, bah, il a marché. Tu nous parlais pareil de partir à 20 km, là tu es parti un peu plus tôt encore, une course un peu chaotique. À quel moment de la course tu t'es dit que ça sentait quand même très très bon, quoi? Quand j'arrive devant à 60 km de l'arrivée, en fait il y a une vidéo que l'équipe a sortie quelques jours après qui raconte le brief, qui m'en parlait, le briefing et la course. Et en fait tout s'est passé copier-coller. Et moi, une semaine avant la course, j'avais réfléchi à ma stratégie de course parfaite. Si jamais je dois écrire la course pour gagner, comment elle doit se dérouler, c'est comme elle s'est déroulée. C'est assez rare dans le sport, mais voilà, c'était génial ce jour-là. Et voilà, en fait, le fait de sortir si loin de l'arrivée, c'est quelque chose que j'avais déjà fait à l'Amstel le jour où je fais 5. Et en fait, c'est vraiment dans la logique de ma saison où tout s'est construit. Chaque chose a servi, enfin chaque résultat a servi pour le suivant. Et c'est pour ça que je me suis dit ce jour-là, voilà, je veux courir à l'opposé des gros noms. Je savais qu'il y aurait un marquage, surtout sur un circuit comme ça. Et c'est pour ça que j'ai eu la volonté, une fois qu'on avait lancé la course avec l'équipe, de partir d'assez loin. Et voilà, je sentais les jambes que j'avais depuis le début de journée. Et quand j'arrive devant, où je rejoins Nicolas Prodhomme, mon coéquipier, qui était déjà devant, je lui dis
marrant, mais je lui dis, là, Nico, si ça rentre pas derrière, je sais que je vais gagner, quoi. Et surtout, on a vu le collectif derrière qui a derrière, neutralisé un peu tout ce qui se passait derrière, et c'est aussi ça qui... Ouais. C'est fou. Ça vous fait quoi, justement, de devenir, cette année-là, l'équipe qui domine ce championnat de France, qui était le cas avant pour Groupama FDJ, qui était légèrement plus nombreux que vous. Là, cette année, vous êtes arrivé avec cette étiquette d'équipe qui est ultra favorite, quoi. C'est un statut différent, ça vous a obligé à aborder la course un peu différemment? Je pense à toi, Benoît, qui faisait partie des méga favoris. Oui, bien sûr. On aborde la course différemment, surtout que c'était quand même chez nous, plus proche de chez Paul, mais c'était en Normandie, notre pays de naissance. Et c'est vrai que le truc, c'est que tu arrives sur une course, tu sais que tu es attendu, que le collectif est attendu, et que dans le collectif, il n'y avait pas que nous deux, mais on était quand même les pièces maîtresses. Et sur le côté du parcours et vraiment l'organisateur, on connaît tout le monde là-bas. Et du coup, il y avait une ambiance autour de nous aussi qui fait que tout le monde rêvait de nous voir gagner, qu'il y ait un de nous deux qui gagne. Et du coup, il y a ce mélange-là qui peut te faire sortir de la course ou qui peut t'amener de l'énergie. Et il y a un peu ce mélange-là à essayer de gérer et de comprendre dans quel championnat tu te trouves et essayer de t'en sortir grandi et vainqueur. Et là, c'est vrai que c'est pas évident parce que d'habitude, c'est vrai que la FDJ dicte la course et puis on n'a pas grand chose à faire malheureusement. Il y a des effectifs qui sont un peu déséquilibrés sur le championnat de France. On va être les grosses équipes françaises, on va être 20 au départ, quand d'autres vont être tout seuls. Bernard était tout seul, quoi. En individuel. Et ça, c'est très compliqué à gérer. Et du coup, ça reste une course qui est très atypique. Et quand on ne prend pas du bon côté, c'est quand même dur de réinverser la vapeur, à part sur un exploit individuel. Mais c'est vrai qu'on a trop subi certains championnats. Et là, cette année, ça fait du bien de dicter la course, même si ça s'est joué à peu de choses, hein. Il y a un moment où Paul est rentré devant, on s'est retrouvé dans la situation qu'on voulait, qu'on avait imaginé au briefing. Mais à peu de choses près, avant j'ai essayé de sortir, j'ai pas réussi. À peu de choses près, le plan il fonctionne pas et on ne gagne pas le championnat. C'est des courses qui sont toujours chaotiques de toute façon, hein. Mais ça a réussi pour nous et c'était cool. On va parler du Tour de France. Pour toi, Paul, c'est quoi votre regard sur ça? Toi, tu avais déjà fait la Vuelta l'an dernier, il me semble. Tu l'as découvert cette année. Toi, Benoît, c'est une course que tu n'as pas toujours réussi. Est-ce que est-ce que tu veux y retourner? Est-ce que tu veux tenter d'autres grands tours? Et toi, Paul, qu'est-ce que tu en as pensé de ta découverte? Vas-y, Benoît. Moi, je suis pas sûr que je dois annoncer ça ce soir. Ouais, pardon. Non, en réalité, je sais pas. J'ai pas encore mon programme de course pour l'année prochaine. Mais en tout cas, ça m'a fait du bien de faire une pause cette année du Tour de France. Je l'ai fait 5 fois avant. Et j'ai pris énormément de plaisir sur les routes du Tour. Mais sportivement, c'est vrai que j'ai été un peu sur ma faim. Et cette année, je voulais un programme changeant qui a réussi. Et donc, je pense que le pari était gagnant. Pour le futur, je ne sais pas ce que je ferai. Mais le Tour est quand même une course spéciale où il y a une ambiance qu'on ne retrouve pas sur d'autres courses. C'est pas un public de connaisseurs ou pas forcément de connaisseurs. Oui, qui n'avait pas trop plu à Esso, il paraît. Mais voilà, il y a notamment une vidéo quand je m'arrête dans un col. Voilà, on nous en parle dans le chat, là. On nous demande si elle était bonne, la bière. Ouais, c'est vraiment... Non, mais moi, c'est vraiment moi. C'est ma vraie personne. Mais c'est sûr qu'après, on a des devoirs aussi... dans le sport et vis-à-vis aussi de notre employeur. Donc, c'est des choses que je ne referai pas. Mais c'est des images qu'on aime bien quand même. Mais voilà. c'est le vrai moi, oui. Toi, Paul, qu'est-ce qu'on a pensé? Moi, c'était mon premier tour, deuxième grand tour, et je l'ai découvert par la grande porte avec le maillot de champion de France. J'ai vécu un moment hors du temps. Le tour, c'est quand c'est le premier. Avec le maillot, quoi. Ouais, d'autant plus avec le maillot. Au début, c'était même presque un peu beaucoup d'un coup. Dans le sens où je suis passé de l'anonymat au début de saison du peloton à me retrouver sur le tour avec le maillot. Enfin, sur le tour, le public cherche les maillots distinctifs, le champion du monde, le champion de France, quoi. Et c'était énormément de sollicitations, tout ça. Et j'ai vécu des moments géniaux, aussi bien sur le vélo et en dehors. Voilà, pareil sportivement, individuellement comme pour l'équipe, le tour n'a pas été génial. Mais il reflète aussi, je pense, en fait, les choix qui ont été faits pour la saison, dans le sens où la saison n'a pas été orientée autour du tour, mais autour des résultats de la saison et de faire la meilleure saison possible. Donc, quelque part, c'était un choix qui a été assumé.
Et en attendant, voilà, on a vécu des moments. Enfin, moi, mon premier tour, je m'en souviendrai toute ma vie parce que le faire avec le maillot, c'était exceptionnel. Juste le regret de ne pas l'avoir fini à Paris sur les champs. Et j'aurais été assez heureux de faire ma photo avec le maillot sur les champs le soir de l'arrivée, mais bon. Écoute, on te souhaite On que. aura la tenue la prochaine fois. Ouais, voilà. Il faudra le regagner, le maillot, mais on te le souhaite. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de manière générale pour 2025 ? C'est une question très générique, vous n'avez pas forcément votre programme de course, mais s'il y avait un truc à cocher dans l'année pour vous, ce serait quoi ? Paul, en premier. De garder le maillot ? Ouais. Ouais, c'est vrai, c'est bien dit. Facile, toi de le gagner du coup, du volet ? Moi, un truc, du bonheur. Ouais. Du bonheur. C'est une Avec bonne ça, réponse. C'est avec une ça, bonne je serais heureux. réponse. Bah, merci beaucoup, les gars. On se recroisera un peu plus tard, normalement. On va accueillir désormais nos amis du team Chambéry. Ah oui, tiens, j'ai une petite vidéo à te montrer, par contre, Paul, que tu n'as nécessairement pas vu, puisque j'avais un ami qui était sur la ligne d'arrivée des championnats de France. On l'a sous la main, là. Tu vas me dire qui sont ces personnes. Là, il y a mes parents. On voit pas trop mon père, là. Il est à Le gauche. père, il est derrière, ouais. Ma mère à droite qui se tient la tête. Et Au mon moment petit où tu frère qui est en arrives. bas avec sa casquette rouge et noire. On a 12 ans et demi d'écart. C'est mon graphiste qui me dit j'étais à côté d'eux, si tu veux, je peux te la sortir la vidéo pour la montrer à Paul. Si tu veux que je te l'envoie, je pourrais te l'envoyer si tu veux. Ouais, je la veux bien, ouais. Ouais, c'est chouette, on voit ta mère qui est très émue. Ouais, je me suis dit que ça te ferait plaisir qu'on te la montre avant de partir. Trop bien. Écoutez, je vous souhaite que l'un ou l'autre, vous ayez de nouveau ces séquences-là. Ouais. Merci beaucoup Je l'enverrai. à vous deux. Bon courage pour la saison qui arrive, bon courage pour le genou, Benoît. Et puis à bientôt. On va passer le relais du coup à nos amis du team Chambéry. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. C'est vrai. À bientôt. Ah, j'ai oublié de vous faire gagner, mais c'est pas grave, on va le faire sans vous. La question du coup que je voulais vous poser, vous aurez la réponse derrière. Quelle est la seule course pro que Paul et Benoît ont gagné tous les deux? Vous l'avez la réponse en face là-bas? Oui. Vous l'avez, on l'a dit tout à l'heure. On l'avait dit tout à l'heure. Donc pour gagner l'agapette ici et le bidon Décathlon AG2R sur le petit plateau juste à gauche. Voilà, on a déjà la réponse, c'est Made Damiano. Comme d'habitude, il gagne tout sur la chaîne de toute façon. C'est encore lui qui s'impose là-dessus. On va accueillir désormais Ludovic que je vois arriver sur le plateau et Emma, donc, qui sont là, qui sont les lauréats de la meilleure équipe amateur de la Coupe de France. C'est ça, j'ai pas dit n'importe quoi? C'est ça, c'est Voilà. exactement ça. Ça fait très plaisir de vous avoir. C'est une première pour vous, ici, sur ce plateau, et même à la remise des cérémonies. Ça vous fait quoi, globalement, d'être là? Nous, on est content d'être là. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de venir sur cette épreuve de la Coupe de France FDJ qui est souvent réservée aux professionnels. Nous, on est plutôt une structure amateur, mais voilà, cette année, ils ont récompensé la meilleure équipe amateur. Du coup, voilà, donc c'est vrai qu'on se confronte de plus en plus au monde professionnel. Donc, du coup, voilà, on est ravis d'être là. Elle était comment cette saison pour vous? Comment vous l'avez vécue? À quel moment vous vous êtes dit, oh là, ça se passe bien quand même, on est pas mal? Dès le début, puisque Emma nous a gagné la première Coupe de France amateur, parce qu'on joue sur deux tableaux, on joue sur la Coupe de France amateur, Coupe de France professionnelle. Et c'est vrai que dès le mois de mars, Emma nous a gagné la première Coupe de France amateur, donc c'est vrai que c'est très très bien parti, mais ça s'est bien fini aussi. Emma, toi, comment tu l'as vécu cette saison? C'est clair que la saison, elle avait très très bien démarré. Déjà, ouais, on a gagné la première manche de Coupe de France N1. Donc ça a lancé une belle dynamique. Et après, pour la Coupe de France FDJ, sur le Grand Prix de Chambéry, on était 3 dans le top 20. Donc là, on s'est dit qu'on pouvait faire de belles choses pour la suite. C'était un objectif, le classement général, en début de saison? Vous l'aviez coché? Non, pas du tout. C'est, voilà, comme a dit Emma, c'est venu à partir du Grand Prix de Chambéry, donc au mois d'avril, où on a fait quand même 3e par équipe. Et là, je me suis dit quand même, 3e par équipe, c'est pas rien. Devant la FDJ en plus. Donc c'était un beau clin d'œil. Et du coup, là, je me suis dit, on va se remettre un deuxième objectif. Et ce deuxième objectif, voilà, c'était de faire un peu toutes les épreuves et puis de faire un bon classement général par équipe. Comment ça s'organise, la vie d'une équipe amateur? Comment on s'organise pour aller se frotter parfois aux meilleurs cyclistes de l'Hexagone, voire plus? Comment vous arrivez à faire vivre tout ça? On parlait un peu tout à l'heure, avant le live, de la raison d'être un peu de cette équipe, de faire vivre des viviers de talent. Comment vous le ressentez, ça, toi Ludovic, puis toi Emma, en tant que coureuse? Voilà, nous, comment on s'organise? Voilà, on est une structure amateur, mais c'est vrai que nous, on est là, on a cette vocation de former les futurs pros.
de demain. Donc Emma est une future pro bientôt. Et voilà, donc pour qu'ils puissent progresser, il faut absolument les confronter aussi au niveau international et au niveau professionnel. Donc c'est pour ça de temps en temps, on fait des courses en Italie aussi avec les pros. Et ces Coupes de France FDJ aussi contribuent à les former et à les faire progresser pour arriver après chez les pros. Toi, Emma, tu as senti que tu progressais de ouf au fil de l'année? Oui, c'est sûr que Chambéry, c'est une belle structure parce qu'elle nous permet de jouer et sur les courses amateurs où on peut vraiment peser sur la course et gagner des courses. Et elle nous fait aussi découvrir des courses UCI, des courses professionnelles où ça permet de prendre de l'expérience et de nous mesurer au monde professionnel. Et c'est un peu un passage obligé pour essayer d'aller plus loin après. C'est quoi la suite pour vous? Que ce soit du côté de Chambéry ou toi, Emma, la suite en tant que coureuse? Nous, on continue à faire ce qu'on fait de bien et du coup à recruter les meilleurs talents de Savoie, mais d'ailleurs aussi, et puis de continuer à leur proposer un plus gros calendrier encore UCI et de faire progresser un petit peu nos talents. Et voilà, donc c'est un petit peu la suite logique. On essaie à chaque fois de se renouveler, mais c'est pas toujours facile de trouver des pépites. Parce que c'est quand même un vivier. Oui, petit. Voilà, c'est pas une équipe nationale. Mais bon, c'est une belle région de vélo, cela dit. C'est vrai. Et toi, Emma, c'est quoi la suite pour toi? L'année prochaine, je vais continuer avec Chambéry et en essayant de faire mieux que cette année. Et après, on verra pour la suite. C'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Merci beaucoup d'être passé. En espérant vous retrouver l'an prochain, peut-être, si vous réussissez de nouveau à gagner le classement général. On va accueillir désormais Carlos, qui doit être en train de nous attendre en régie. On se retrouvera tout à l'heure au cocktail, j'imagine. Parfait. Voilà. Merci à vous. Merci. Dans le chat, si vous avez des questions à poser, il nous reste un quiz. Pour gagner le maillot dédicacé qui est sur le plan large là-bas, on va accueillir désormais Carlos da Cruz, que certains doivent connaître s'ils ont joué à Pro Cycling Manager il y a quelques dizaines d'années, qui est responsable sponsoring chez FDJ et qui donc va nous parler de tout ça, des Coupes de France FDJ, de ton rôle aussi, de qu'est-ce que tu fais maintenant. Moi, je t'ai connu, je ne suis pas si vieux, mais je t'ai connu en tant que coureur. Qu'est-ce que tu deviens, Carlos? Comment ça se passe, la vie? Après ma carrière, j'ai repris mes études et j'ai fait une alternance à la Française des Jeux, à la Fondation. Le chat. Et Pro Cycling Manager. C'est génial. Et ensuite, j'étais au Paris Sportif. J'étais en charge des partenariats sportifs de l'entreprise. Tout sauf le vélo. Et quand Groupama est arrivé en 2018, a rejoint l'équipe cycliste, on m'a demandé si je voulais reprendre la responsabilité du sponsoring vélo et j'ai accepté de revenir à mes premiers amours. Quel regard tu portes sur le rôle de FDJ dans cette Coupe de France en tant que partenaire majeur? C'est quoi ton bilan que tu tires, toi, en tant que responsable sponsoring de tout ça, dans une partie plus business, quoi? On est partenaire de la Ligue et de la Coupe de France depuis 2019 et on est fiers de l'être. Ça continuera encore l'année prochaine. Et la Coupe de France, c'est 17 manches de course sur toute la saison, de février à mi-octobre. Ça permet à FDJ d'avoir une présence quotidienne sur toute la saison et d'activer aussi tous nos points de vente. On a le plus gros réseau de points de vente en France et on en profite pour les habiller, pour les mettre aux couleurs un petit peu de nos équipes aussi. Et on fait tourner un petit peu le business aussi par rapport à ça. On distribue des coupons de réduction, on fait un peu d'animation réseau et on profite des courses de la Coupe de France pour animer justement tout ce réseau-là en local. Et pas seulement... C'est un vrai enjeu, le local. Par rapport à la Coupe de France, aux Coupes de France au pluriel même. Exactement, on a pas mal d'activations qu'on met en place sur toute la saison. La Coupe de France, c'est le fil rouge des courses sur lesquelles on est partenaire. Ensuite, on a comme temps fort le Tour de France qui nous permet d'avoir un dispositif un peu plus conséquent. Tu m'en parlais juste avant, la reconduction du partenariat avec le Tour de France Femmes, c'est aussi un truc primordial pour vous? Exactement, là on vient de reconduire avec ASO pour 3 éditions. 2025, 26, 27. Et on va encore continuer à activer autour de ce partenariat-là. On a une grosse présence dans la caravane. On a une présence importante sur la ligne de départ, arrivée. On a une présence importante sur le podium. En plus de la participation de nos équipes, on identifie aussi tous les points de vente proches du parcours qu'on habille aux couleurs de nos équipes en mode supporter, que ce soit pour le Tour de France Femmes ou pour le Tour de France Hommes. Et voilà, une grosse présence, ça nous permet d'aller au contact du public au bord des routes et qui est en grande partie aussi nos clients, puisqu'on a 29 000 clients à la Française des Jeux.
Tu me parlais aussi de la reconduction du partenariat avec Groupama FDJ, l'équipe cycliste. C'est quand même un axe majeur. Enfin, je veux dire, on est quand même sur quelque chose qui dure dans le temps, quoi. C'est quand même pas si courant dans le cyclisme pro d'avoir un partenariat qui dure aussi longtemps, quoi. Non, c'est un partenaire fidèle. FDJ, c'est un partenaire qui est engagé dans le sport depuis plus de 40 ans. Et aux côtés de Marc Madiot et de l'équipe cycliste, FDJ, devenu Groupama FDJ en 2018, on va fêter les 30 ans dans 2 saisons. C'est énorme, en vrai. Mais c'est énorme. C'est énorme. Et d'avoir un partenaire aussi fidèle, et moi d'avoir pu le rejoindre de l'autre côté. Parce que toi, tu as connu l'équipe en tant que jeune, en tant que coureur, en tant que. Voilà, c'est effectivement, un beau parcours, quand même. Je vois aussi tout le travail qu'il y a aussi d'accompagnement. Hein. L'équipe ne vit pas d'elle-même. Groupama et FDJ, on se voit régulièrement avec Marc Madiot, avec le DG aussi Thierry Cornec au quotidien. Et on les accompagne. On essaie de leur donner les moyens pour évoluer dans le top 10 des équipes mondiales. Eux s'occupent de la partie sportive et nous, on essaie de comprendre un peu leurs problématiques, leurs besoins et on est là pour les accompagner au quotidien. Mais comme c'est un pilier fort de l'entreprise depuis maintenant quasiment 30 ans, effectivement, pour FDJ, voilà, on partage des valeurs communes avec Groupama, l'engagement, la performance aussi, puisqu'on a une équipe continentale, un pôle performance. Oui, il y a la jeunesse, le maillage. Exactement. Aujourd'hui, c'est une entreprise. Hein. On a plus de 100 salariés au sein de l'équipe. Et Marc Madiot fait tourner tout ça comme il faut. Et voilà, avec toujours cette partie éthique, parce que voilà, on veut aussi que chacun ait les mêmes chances de gagner. On veut que, voilà, c'est important aussi pour l'image de l'entreprise, qu'il n'y ait pas de soucis dans l'équipe. Voilà, on leur donne. Oui, on a vu des prises de position très fermes d'ailleurs de Marc sur certains sujets. On est partenaire fondateur du MPCC aussi. On est très engagé dans la lutte antidopage. Voilà, c'est des messages qu'on passe au quotidien aussi aux coureurs et notamment aux nouveaux. Et jusqu'à présent, tout roule et je suis fier de savoir que l'équipe Groupama FDJ et FDJ Suez est l'équipe préférée des Français depuis 3 dernières saisons. Bah, FDJ Suez, tiens, parlons-en un petit peu, parce que ça risque de continuer comme ça. C'est aussi la volonté de taper toujours plus haut, d'aller se frotter au meilleur. On en a parlé avec Stéphane tout à l'heure. Mais... Exactement, les ambitions sont fortes, encore plus chez les femmes, puisqu'ils ont la capacité d'aller gagner le Tour de France, qui est leur objectif premier. Ils s'en donnent les moyens. Ils ont été recrutés, voilà, la leader qu'il fallait pour aller décrocher ce titre qui leur manque et qu'ils souhaitent aller chercher. Et ben, je leur souhaite tout le bonheur et toute la chance, tout le succès qu'ils méritent. Et ben, c'est tout le mal qu'on te souhaite aussi dans ton nouveau rôle je ne sais pas ce qu'on peut dire, d'adulte responsable, on va dire. C'est la passion. C'est la passion. Non, mais c'est bien, c'est chouette en vrai, quand on était coureur, d'avoir une trajectoire post-carrière qui reste dedans, dans cette même passion-là. Merci à toi, Carlos, d'être venu. On se recroisera, je pense, aussi d'ici quelques minutes en haut, là où il y a à boire et à manger. Et on va accueillir notre dernier invité qui nous attend, qui est derrière. Il est en train de discuter avec la régie, dont le costume est désormais parfaitement bien repassé, puisque visiblement, merci Carlos, visiblement, tu as passé une demi-heure à repasser ton t-shirt, non, c'est ça ? Ouais, je t'affiche direct. Tu veux que je te dise la vérité ? Ouais, vas-y, dis-moi la vérité. J'ai repassé ma valise entière, comme ça je suis peinard pour la semaine. Je t'ai dit, il y a une planche à repasser. Vas-y, c'est pour ça que tu étais enfermé dans la loge pendant une demi-heure. Exactement. L'an dernier, bon, on va rebalancer. L'an dernier, Paul Pénouet est arrivé avec un costard un peu froissé. Il a demandé à sa meuf de le faire. Toi, tu l'as fait tout seul comme un grand. Ah oui, c'est ça l'âge adulte ? Exactement. C'est l'expérience chez les pros, tu vois. Ouais, c'est ça, maintenant, t'es un grand, un vieux, voilà, t'es un vieux dans l'équipe, Thibaut est parti, c'est bon, c'est toi le papa maintenant. Exactement. Ouais. Bon, on va parler de ta saison, on va parler de ce qui s'est passé, parce qu'il y a un petit truc qui s'est passé cet été, puis on va parler, puisque je vois dans le chat qu'ils attendent, on va parler du Stade brestois aussi, parce que t'as pas trop l'occasion d'en parler, on t'interroge pas trop dessus. Pas trop. Ouais. Mais d'abord, on va quand même parler du sujet qui fâche. Bon, ta saison de manière générale, qui est une saison où on a... quand même retenu un truc en particulier, mais c'est pas foncièrement une mauvaise saison. Tu as été pas mal sur les classiques ardennaises. Quel regard tu portes ? Évidemment, il y a les JO, mais de manière générale sur ta saison, toi ? C'est une saison mitigée. C'est vrai que j'espérais mieux. Après, il y a eu les Jeux olympiques, forcément, qui cachent un peu ma saison, même si, comme on le voit, tous les classiques, c'est quasiment dans le top 10. Mais il manquait toujours le petit quelque chose pour aller chercher un podium, voire une victoire. Et c'est vrai que je suis quand même content de ma saison parce que la deuxième place au JO, elle est juste extraordinaire, quoi.
On a un certain Papache Racing qui dit pense à remercier tes coéquipiers quand même. Qui est ce Papache Racing? À ton avis? Ce serait pas un roux barbu au hasard? Un roux barbu supporter des photos d'Agen. avec Luis Enrique. Ouais. Il fait des infidèles. Maintenant, son club de foot n'existe quasiment plus. Donc, parce que Quentin Paché est supporter des Girondins de Bordeaux, pour ceux qui ne savent pas. Donc, on lui souhaite bien du courage. Il n'est pas là ce soir, malheureusement. On aura l'occasion de le chambrer dessus. Puisque moi, je n'ouvre pas trop ma bouche, mais toi, ton club est en Ligue des Champions. Donc, ça va. Les JO. On t'en a déjà parlé en long et en large. Moi, je me souviens que, je ne sais pas quelles étaient tes ambitions sur les JO. Je me souviens qu'on avait quand même prévu à la base que d'aller boire quelques bières à la fin. Et puis évidemment, tu as disparu de la circulation puisqu'il s'est passé un truc un peu dingue quand même. Moi, j'aimerais qu'on parle de cette course. J'ai dû me la revoir parce que moi, j'étais rue Le Pic au milieu du bordel. À quel moment... Enfin déjà, j'aimerais savoir le briefing, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'était prévu que ce soit aussi chaotique? Et je vais te poser la même question qu'à Paul sur les championnats de France. À quel moment tu t'es dit, oula, je vais le faire? Sachant que pendant hyper longtemps, ils étaient à 15 secondes derrière. En fait, déjà, le briefing, il était hyper particulier. C'était un briefing complètement différent de ceux d'habitude. Oui, parce qu'il y avait 4 coureurs. Parce qu'il n'y avait que 4 coureurs. Et puis, il y avait des équipes avec seulement un coureur, ou voire 2 ou 3 maximum. Un tout petit peloton. Ouais. C'est exactement. Donc, en fait, on a pris la course d'une manière un peu différente. Chacun avait un rôle à tenir. Et le rôle était... Enfin, moi, mon rôle perso, c'était de dynamiser tôt. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait dans une bosse précise qu'on avait repérée quelques jours avant. Et après, c'était anticiper, moi, les mouvements et attendre que Christophe et Julien, qui étaient les coureurs un peu plus pour une arrivée petit groupe au sprint, arrivent derrière. Et Kevin Vauclin avait un peu le même rôle que moi, si ce n'est de dynamiser un tout petit peu plus que moi. Moi, j'étais légèrement après. Et donc, en fait, c'est exactement ce qui s'est passé dans la réalité. Donc, c'est ça qui était assez extraordinaire. Et après, tu as bien vu, rue Le Pic, tout ça, c'était... un gros bourbier. Toi, tu as vécu le virage Pinot, tu as vécu la courbe à Pinot, du coup, tu as vécu déjà tout sympa quand même. Je ne vais pas te dire c'est quoi le meilleur, parce que je pense que tous ils sont un peu différents. De mon point de vue, moi qui y étais, j'ai trouvé que la rue Le Pic avait un côté chaotique qui était assez fou. Il y a des photos qui sont sorties, notamment une photo de toi tout seul, que je trouve absolument magnifique, que j'ai fait encadrer chez moi. C'est quoi le sentiment qui t'a animé quand tu as vu ce truc-là? Est-ce que c'était, on est habitué maintenant, ils nous foutent le bordel à chaque course majeure, ou est-ce que tu as pris une claque dans la gueule, comme on a tous pris une claque dans la gueule sur place, quoi? Non, moi j'ai pris une vraie claque. Forcément, en plus, j'ai vécu la chose d'une manière différente parce qu'on avait 3 tours. Le premier tour, je suis dans le groupe de tête, donc déjà ça pousse très très fort. Mais je me sentais très bien, donc j'ai eu le temps un peu d'observer. Je me suis mis un peu derrière, j'ai fait un peu le mort et j'ai regardé un peu vraiment ce qu'on s'est pris, quoi. Et je me suis dit, c'est quoi ce monde? J'avais vraiment le temps de voir. Le pire, c'est quand on passe au niveau du Sacré-Cœur, tout en haut, j'ai jeté un coup d'œil sur la gauche, j'ai vu ce monde, j'ai fait, oh la vache. Le deuxième tour, je suis dans la roue à Remco, là. Tu fais pas le malin. J'étais collé dans la roue, donc je me suis dit, bon, là, faut s'accrocher. Et le troisième, du coup, je suis tout seul. Et là, j'entends vraiment des gens qui crient mon nom, qui me poussent. Et c'était vraiment un truc de fou, quoi. Et c'est vrai que je pense que sans le public, c'est ce que je dis, les gens me disent, le public, comment il t'a aidé? Je dis, il m'a pas aidé à pas avoir mal aux jambes. J'avais le mal de jambes à fond, mais c'est plus sur le haut. Ça t'aide à aller encore plus loin dans la douleur, à continuer de forcer au maximum. Et puis c'est ce qui m'a permis de croire aussi à la médaille. Quand je suis dans mon marche, je me dis, bon, je vais me faire rattraper, c'est sûr. Ouais, c'est ça, moi, c'est ça qui m'intéresse, parce que tu tiens la roue de Remco jusqu'à ce qu'il lâche une accélération juste avant, d'ailleurs, la rue Le Pic. C'est ça. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Parce que je sais même pas si tu as les infos à ce moment-là. J'ai aucune info, enfin, je sais qu'ils sont à peu près à 30 secondes, mais pour moi, c'est un peloton groupé, tu vois. Ouais. Enfin, je me suis dit, bon, il y a un peloton derrière, il y a des équipiers qui vont rouler, et ils vont rentrer sans moi dans Montmartre. Je me retourne au sommet de Montmartre. Je vois qu'il y a encore les motos, les véhicules. Je dis, putain, ça va peut-être se faire. Il y a Charmoy, comme on dit chez nous. Exactement. Et du coup, je fais la descente. Avec la descente, je ne vais pas perdre de temps. Puis j'arrive en bas, je me retourne sur le grand boulevard et je les vois toujours pas. Il y a le Lardosé, il arrive à ce moment-là. En plus, il me dit, il y a 30 secondes. Je dis, bon, on va tout donner. Et puis ensuite, je me suis fait une arrivée à chaque kilomètre. Tu vois. Je me suis dit, à 5 km, c'est mon arrivée. Et du coup, dès que j'étais à 5, j'ai dit, vas-y, il faut que tu ailles jusqu'à 4. Et puis en fait, j'ai vraiment cru au kilomètre où je vois qu'ils sont derrière.
Et je me retourne dans le dernier virage et là, je me dis que c'était bon, quoi. Donc ça s'est vraiment fait au dernier moment. Il y a Petit Brin qui nous dit, est-ce que c'est toi qui as mis la punaise au Louvre dans la roue de Remco? Je me serais Bien pas tenté, permis, hein, tu cela vois. dit. Hein. Bien tenté, bien tenté, Mais c'est vrai. Ça suffit pas. Je sais pas comment. Au moment où tu arrives là, sur le Trocadéro, avec la Tour Eiffel derrière toi, t'as gagné en fait. Même si c'est Remco qui a gagné, tu t'en fous à ce moment-là, j'imagine. Ah, mais je m'en fous complètement. D'ailleurs, je réalise même pas que c'était la course des Jeux Olympiques. Tu vois, je me suis dit, bon, j'ai senti que c'est une course complètement différente, mais dans ma tête, c'était tellement pas aussi gros que ça. Tu vois, je me suis dit, bon, c'est une course comme une autre. Je me suis vraiment matrixé ça dans ma tête pour pouvoir être focus à 100% sur la course et sur le résultat. Mais quand tu arrives et que tu as vraiment tous les nerfs qui tombent, et là, tu vois le cadre, tu dis, c'est quoi ça? C'était juste incroyable. T'as réussi à retomber et à te dire, j'ai fait un truc qu'on a, pas jamais fait, mais qu'on n'a pas fait depuis 60 ans, quoi. Bah, j'ai même pas trop Même compris. Christophe, accessoirement, mais doublé, quoi. Ça, en plus, je me retourne, je vois Christophe qui arrive. Lui, il capte pas du tout qu'il est sur le podium. Il pense qu'il est 4-5. Donc c'est un truc. Là, c'est le flou, c'est le brouillard, quoi. C'est le brouillard, et puis on se prend dans les bras. On se dit, on a réussi à faire ça et tout. Et c'est vrai qu'ensuite, après, franchement, on t'envoie vite faire le protocole. C'est comme à l'ancienne, avec une serviette, tu te mouilles un peu la tête et puis tu arrives, tu fais la cérémonie protocolaire, tu as tous les médias et ça te tombe dessus, ça c'est incroyable. Ah ouais, vraiment un truc de fou. Il y a une question de Damiano qui nous dit, au moment où tu es au duo avec Remco, est-ce que tu te dis à un moment donné que tu vas le battre ou est-ce que dans ta tête tu te dis, oh les problèmes? J'ai vite senti que j'allais pas le faire, mais je t'ai dit pour avoir la médaille, il faut que je reste. De toute façon, je me suis plus les kilomètres que tu passes dans sa roue, plus tu as de chance d'avoir une médaille. Donc en fait, tous les côtes les côtes d'avant, il essaie de me lâcher tout le temps. C'est vrai que tu tiens vachement loin. Parce qu'il se retourne et puis putain, je dis, il va pas me lâcher, il va pas me lâcher. Déjà la côte juste avant celle que je lâche, là je suis vraiment à 2 doigts et il se pose. Parce qu'il voit qu'il ne me lâche pas. Et là, là je souffle 3 secondes. Ensuite, il me dit, passe un relais. Je lui dis, non, je passe pas. Je faisais comme si ça allait, mais j'étais quand même mort. Et ensuite, il me lâche dans la côte. Tu vois, pour ceux qui... J'ai déjà sorti un peu les valeurs, mais tu vois, pour ceux qui s'intéressent aux puissances, quand je lâche, donc je suis vraiment dans sa roue, j'ai fait 20 secondes à 690 watts, je crois. Parce qu'au bout de 7 heures de course, je ne pouvais plus faire plus. Oui, parce que c'est pas n'importe quelle course, quoi. On est sur une course de 270 bornes, avec des côtes, avec des routes pourries en plus. Ouais, c'est ça, des pavés. Des pavés. Ça a lancé la course. Ils sont comment les pavés d'ailleurs? Toi qu'on a bouffé quand même du pavé, ils sont comment les pavés de la rue Le Pic? Eh bien, ils sont particuliers parce que tu vois, au début ça va bien, et en fait, plus tu montes la côte, plus les pavés sont vraiment pourris. Quoi. Donc en fait, ça va avec l'effort. Donc en fait, tu as l'impression que ça se raplatit, mais en fait, tu as les pavés qui t'arrêtent complètement. Et à fond, à l'entraînement, ça passe très bien, mais à fond, à la fin, c'est horrible. Pour finir sur les JO, cette course-là dans Paris, est-ce que toi, tu fais partie des gens où tu te dis ouais, l'arrivée sur les champs, c'est pas mal, mais si on pouvait mettre un peu des trucs comme ça, ça ne dérangerait pas. Toi, forcément, vu le coureur que tu es, ça ne te dérangerait pas tant que ça. Mais ce cadre-là différent, j'imagine qu'il forcément qu'il t'a plu, mais ça peut donner des idées? Moi, je suis contre. Pour plein de raisons, déjà, parce qu'on a vécu ça, on a vécu les JO. Et franchement, tu mets le Tour de France, ça peut être que moins bien, malheureusement. Tu peux pas faire mieux que ça, tu vois. Donc en fait, tout le monde en attendrait tellement que en fait, ce serait moins bien. En fait, tu veux le garder pour toi, quoi. Et de deux, je veux le garder pour moi. Non, je rigole. Non, mais je pense que sincèrement, tu vas avoir une hype beaucoup trop forte par rapport à ce qui se passe. Enfin, c'est marrant comme avis, mais ça se tient, ouais. Et que tu pourras jamais avoir autant de monde que ce que tu as eu là dans Paris. Et après, les champs, moi, je trouve, c'est quand même... pour nous, coureurs, c'est mythique. T'arrives dans... nous épaules. Son seul regret, c'était de ne pas passer sur les champs. Tu vois, tu dis, waouh, quoi. Ça fait toujours quelque chose. Et tu fais 1 tour, 2 tours, 5 tours comme moi. Ça fait toujours un truc, l'arrivée sur les champs. Et mine de rien, ça fait quand même très, très mal. Et c'est quand même très beau. Après, bien sûr, si le tour se met à faire un tour dans Paris, moi, pas de problème. C'est intéressant comme avis, tu vois. Parce que je pense que sincèrement, ce sera moins bien que ce qu'on a vécu là. J'avais pas pensé ça à travers le prisme de on reverra jamais ça aussi bien. Non, tu sais, c'est un peu ça comme vachement bien. C'est un peu comme le virage Pinot, tu vois. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Tu as vécu un truc, tu as beau reproduire, ce sera toujours très très bien, mais ce sera différent.
tu as vécu un truc que tu pourras pas reproduire aussi bien, je pense. Je n'avais pas pensé ça sous cet angle-là, mais je suis d'accord avec toi finalement. Ah, tu vois. On va parler de Stade Brestois un petit peu, parce que je sais qu'il y a des Brestois dans le chat. J'ai un grand contingent de Brestois dans la communauté de Lyonnais, je ne sais pas ce qu'ils font là, notamment certains François de Brestonner que tu dois connaître. Bien sûr. Pourquoi on va parler du Stade Brestois, Valentin? Parce que j'ai un screenshot d'une conversation Instagram qui date de avril. Avril, qu'est-ce que tu m'as dit? Tu m'as dit, alors que vous étiez encore pas sûr d'être avec des champions, je t'ai dit, il y aura Brest-Real Madrid l'an prochain. Tu m'as dit, s'il y a Brest-Real Madrid l'an prochain, je te loge à la maison et on y va. Ouais. On y va, Valentin? Pas de problème. Ok, d'accord. Bah, je vais faire un clip, je vais l'envoyer au Stade Brestois. Tu le renvoies. Tu vas pas courir, toi? Bah, non, mais bien Parce sûr. que là, tu as fait quelques déplacements. On m'a dit que tu étais où déjà? On m'a dit que tu as fait des déplacements. J'ai fait à Prague et Barcelone. Ouais, c'était bien d'ailleurs. T'en as pas fait souvent dans ta vie des Non, déplacements. c'est mes deux premiers, parce que tu vois, avec la saison de vélo, je peux pas en faire. Et là, c'était les deux, ça tombait super pendant ma période off de coupure. Donc j'en ai profité. Le Barcelone, j'ai fait à la fin de mes vacances. Au lieu de rester 2 jours aux Seychelles, j'ai dit à ma copine, viens, on va à Barcelone. Elle était... s'est fait piéger. Elle s'est fait piéger. Mais ça a été, elle était très contente. Et après, Prague, j'ai fait vraiment l'aller-retour dans la journée. Donc là, c'était un peu short, mais ça valait le détour. Hein. Ouais, tu pourras difficilement en refaire, j'imagine. Non, là, je pourrais plus en faire. Il faut être réaliste. Je pourrais juste voir peut-être les matchs à domicile si ça se passe bien. C'est un moyen aussi de me détendre, de voir autre chose. Mais après, on verra la saison, on verra mon programme. Mais si je ne suis pas en stage et que je ne cours pas... Le 29 janvier, il y a moyen ou c'est un peu tard? Non, c'est possible. Après, ça va dépendre de mes stages. Je ne sais pas encore vraiment qu'est-ce que je vais faire. Mais si je ne suis pas en altitude, je serai sûrement rentré. Et après, ça va dépendre de ma reprise. Si je reprends le week-end... Sinon, il y a un Brest-Lyon le 12 janvier, on peut y aller aussi. Hein. J'ai déjà été invité en plus. Donc, mais bien sûr, je t'inviterai aussi si tu veux. Ok, c'est noté. T'as promis, hein? Vraiment, je t'ai promis. Ouais, t'as promis. Non, mais en vrai, juste pour finir sur le Stade Brestois, tu l'as vécu comment, toi, cette saison de Brest? De loin, justement, parce que c'est difficile de suivre le foot quand tu es coureur cycliste. Non, mais on suit le foot avec les matchs, tu vois, quand on est dans le bus après la course ou quand c'est à 21h. On a eu la chance d'avoir une très belle saison. Donc, on avait beaucoup de matchs à 21h. Donc, tu vois, après la course, je pouvais regarder les matchs. Mais non, j'ai très bien vécu la saison. C'était assez fou, d'ailleurs. J'ai pu aller à Rennes lors d'un match 5-4. J'étais chez mes beaux-parents qui étaient à Avranches. Donc, je me souviens que tu m'avais... le DM date de là, je crois. Je pense, ouais. Et ça a été un truc de fou, déjà. Et ensuite, non, après, j'ai pas pu aller voir trop de matchs parce qu'il faut être focus sur notre saison. On a une saison qui est aussi très longue. Mais quand je peux le faire, j'essaie d'y aller parce que c'est à chaque fois un plaisir et puis on est bien reçu en plus à Brest, c'est toujours une super ambiance, donc c'est top. Il paraît. Je suis jamais allé à Francis. C'est vrai que tu n'es jamais venu? Je suis déjà allé à Brest, mais je ne suis pas allé à Francis Leblay. D'accord, tu verras. On m'a invité plusieurs fois des Brestois. Je sais que j'ai 3 ou 4 endroits où dormir parce que les Brestois sont quand même très connus pour leur hospitalité et leur soirée arrosée accessoirement. Pour finir là-dessus, je n'ai pas récupéré la vidéo parce que c'est une vidéo qui m'a envoyée sur Instagram que je n'ai pas pu sauvegarder. J'avais une vidéo de toi devant ton PC le jour de Lyon-Brest. Ah ouais. C'est Quentin qui me l'a envoyé, Quentin Paché. Et je peux pas en plus, je l'aurais pas montré par respect pour toi. Tu étais au bout de ta vie, ça m'a fait beaucoup rire. Pour terminer un petit peu, on nous parle de tes objectifs pour 2025. C'est quoi justement les objectifs pour 2025? Pour revenir sur le... Ouais, mes objectifs, clairement, ça va dépendre de mon grand tour. Mais l'objectif, ce sera de gagner sur un grand tour. J'espère le Tour de France. Et aussi briller sur les classiques. Ça reste un peu un programme... un peu la classique, quoi. Logique pour moi, mais c'est aussi les courses où l'équipe m'attend, où moi aussi j'ai envie de performer. Après, on va sûrement changer l'approche de tout ça. Faire des courses un peu différentes en approche pour changer la préparation, tirer cette routine que j'ai fait depuis 3-4 ans, qui marchait bien, mais je sens que j'avais besoin d'un renouveau, de faire un peu des choses différentes. Donc ça va plutôt se tourner comme ça, avec, j'espère chercher des grosses perfs. On a Damiano qui nous dit « va en Belgique ». Il est belge, il ne faut pas faire attention. Mais en vrai, c'est des courses qui te conviennent bien. Ouais. Non, mais j'adore la Belgique. Pour moi, c'est des courses qui me font rêver vraiment, que ce soit les Flandriennes ou les Ardennaises, forcément. Un peu plus le Tour des Flandres, mais... Puis tu as toujours pas trop mal réussi. Hein. Ouais, mais aussi, j'ai pas trop mal réussi là-bas. Et puis en plus, c'est un engouement juste incroyable. Ok, très bien. Merci à toi, Valentin. On a une dernière question pour le chat, pour gagner le maillot dédicacé derrière, dédicacé par toi en plus. Exact. Et c'était quoi la question? Oui, c'était quand ça remonte, qui était le dernier médaillé français sur route aux Jeux Olympiques?
Tu as la réponse, toi, on a dû te rabâcher Bien sûr. forcément. C'était une course par équipe. Je demande celui qui a gagné par équipe, parce qu'il y en a un qui a gagné avant, qui était en 1948. Je vous demande le nom du dernier médaillé français Bardet. sur course-sur-route. Non, c'est pas Bardet, c'est pas Jalabert, c'est pas Brochard. Non, c'est très dur comme question. Robert Marchand. Très bien. Robert Marchand, c'est une bonne vanne, cela dit. C'est pas Louison Bobet. Voilà, on a Fanch qui gagne. Bah, c'est très bien. C'est un Brestois qui va gagner ton maillot. Il sera très content. Exact. C'est François Fanch qui va nous récupérer ton maillot. Merci beaucoup à toi, Valentin, d'être passé. merci. Ça me fait très plaisir. Tu étais passé l'an dernier. On te reverra peut-être l'an prochain J'espère. également. Paul Sexas. Peut-être dans quelques années, ça. En tout cas, on lui souhaite. Merci, Valentin. Merci. Nous, c'est la fin de ce live. On va se quitter incessamment sous peu, maintenant qu'on a fait gagner tous les trucs à gagner. Merci à vous d'avoir suivi ce live sur Twitch. Merci à tous les gens qui ont rendu ce live possible. On a déjà remercié l'équipe technique tout à l'heure. Je remercie les gens aussi de chez FDJ, Naël, Louis, qui m'ont fait confiance pour vous refaire ce live-là après l'an dernier. Merci également à la LNC, à la FFC qui sont là derrière aussi, à FDJ qui est partenaire de tout ce beau plateau. C'est chez eux qu'on est aujourd'hui. Sans eux, ça n'existerait pas tout ça. Et c'est très sympa de leur part de faire confiance aux créateurs de contenu pour donner un petit peu de lumière au vélo sur les différents réseaux. Voilà, on se retrouvera, nous, ce week-end, puisqu'il y a un match, quand même, match contre Angers. Moins sympa. Et derrière, pour côté vélo, on aura un live avec Christian Prudhomme. Ce sera le mardi 17, un live qui consistera à boire du vin, manger des trucs et faire parler Christian Prudhomme. De toute façon, il adore parler Christian Prudhomme. Donc c'est toujours passionnant. Ce sera mardi 17 à 18h. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de soirée. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup à tous et à bientôt. Ciao.